On roule. All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au Printed Podcast. Cette semaine, Prusa Slicer 2.6, des supports organiques dans Prusa Slicer, de l'engravure de texte, tout plein d'affaires. On va parler de ça, on va parler de Clipper, le Power Loss Recovery, Afterburner versus Tailburner, quand il faut changer nos firmware, est-ce qu'on a besoin de changer nos firmware? Écoute, on a quand même une bonne épisode devant nous. Donc, on a Pascal, encore une fois, qui est notre nouveau co-host. Salut Pascal, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va number one. T'as-tu le temps de tester un peu, de jouer un peu avec Prusa Slicer cette semaine? Je l'ai téléchargé, j'ai regardé, j'ai pas pris le temps de essayer des prints avec. Ouais. J'étais occupé sur d'autres choses, puis il est encore, il faut le rappeler, Prusa Slicer du release, mais en alpha seulement. C'est le premier alpha public, fait que c'est sûr qu'il va y avoir plein de bugs qui vont apparaître, qui vont être corrigés. Et probablement, je vais attendre qu'il soit au moins en bêta avant d'essayer de m'en servir dans business. C'est sûr, mais honnêtement, là, il est drôlement stable. Je l'ai essayé quand même pas mal, là, puis il est quand même drôlement stable. J'ai été étonné. J'ai déjà eu un bug avec. En fait, Ouais? il y a un bug existant. Il y a des bugs connus avec. Là. Tu ne peux pas utiliser les supports organiques avec variable layer height, ce genre de choses qui fait des affaires bizarres où ils sont listés dans le log. Mais j'ai eu un problème que j'ai essayé de changer le scale individuel de mettons juste en X. Puis je mettais 200%, puis il marquait comme 60%, puis il fait des affaires bizarres. Là. Fait que Ouais. je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-dessus. J'avais pas eu le temps de prendre plus de temps, mais je suis très excité sur. Moi, ce qui m'excite le plus, c'est l'engravure de texte, là, honnêtement. Comme que tu peux mettre du texte directement sur tes pièces sans avoir à retourner dans Fusion puis à mettre ton texte. Ouais. Je pense que ça va être super pour, dans le cas, c'est un produit que tu veux personnaliser avec le nom de quelqu'un ou quoi de même. Là, de ne pas avoir besoin d'avoir des fichiers individuels. Tu vas dans ton slicer, tu rentres ton nom. Ce qui est super intéressant, comme la façon qu'ils l'ont fait, quand tu enregistres ton projet, tu le rouvres, tu peux aller éditer après ton texte. Fait que tu n'es pas pogné, tu peux changer. Puis ils sont linkés avec toutes les fonts qui sont installées sur ton ordinateur. Fait que tu peux mettre n'importe quel type de texte que tu veux avoir dessus. Je trouve que c'est vraiment bien. Il y en a beaucoup, là, des textes, honnêtement. Je me suis fait un petit fun à en essayer une coupe pour voir lesquels qui imprimaient le mieux. À date, je suis pas mal. J'utilise pas mal le Playbill. Je trouve que c'est un beau font. Il s'écrit quand même petit, bien. Moi, le texte, comment je l'utilise, c'est surtout pour ma job personnelle, parce que je suis un spécialiste en impression 3D, ceux qui ne le savent pas. Dans le fond, le gros de ma job, ça va être de trancher des fichiers d'à peu près 20 modèles différents pour gérer la production d'une machine imprimante 3D au complet. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que je tranche mes G-codes, puis là, quand les impressions se font, j'arrive le lundi matin, puis là, je check les impressions, puis là, je vois, il y a un petit défaut sur cette pièce-là, il y a une petite affaire sur cette pièce-là, puis j'ai un log où ce que je marque, OK, telle pièce, tel G-code, tel défaut. Fait que là, je fais un nouveau G-code pour venir comme corriger ces défauts-là. Ouais. On imprime une autre pièce, je recheck les G-codes. Mais c'est vraiment facile de se perdre dans des versions, surtout quand tu as comme une vingtaine de pièces avec une dizaine de G-codes différents. Ça devient extrêmement facile de se perdre. OK, ça, c'est quel G-code qui a été imprimé? Tu sais pas, là, quand tu regardes ta pièce, tu sais pas que c'est quel G-code qui a été imprimé. Fait que c'est quoi que tu as comme technique pour régler ça? Fait que j'ai créé un système de nomenclature de code pour classer les G-codes, dans le fond, par imprimante, par modèle, puis par version de G-code. OK. Fait qu'on a des Prusa, des Vorons. Fait que la première lettre, c'est V ou P. Ensuite de ça, on a une vingtaine de pièces. Fait que j'ai mis deux espaces de 0,0. Fait que j'ai jusqu'à 99 pour la pièce. Puis ensuite de ça, je me suis mis 3 autres zéros pour la version de G-code. Fait que je peux aller jusqu'à 1000 versions de G-code. Fait que chacune des pièces, chacun des G-codes a son propre code. Puis je le mets à quelque part sur la pièce. Comme ça, j'ai pas besoin de le perdre. OK. Quand tu viens l'engraver sur le design directement, mettons sur le dessous de la couche qui paraît pas au cas de même, tu vas le mettre. Ça, dans le fond, de toute façon, c'est pas le produit final, c'est quand tu fais develop jusqu'à temps d'avoir le G-code final. Fait que. Puis même le produit final, Pascal, c'est une machine de déshumidification de l'air. Ça s'en va dans des salles des salles mécaniques de serre. On s'en crisse qu'il y a des engraveurs dessus. Puis en même temps, c'est comme un peu un numéro de série. Si jamais des problèmes ou quoi de même, mais tu peux un peu retourner en arrière sur trouver la cause. Si jamais il se rend compte que tel design, même ton, il vient casser dans un endroit spécifique, ben, tu peux faire une certaine traçabilité sur ton produit. C'est pas mauvais, ça. Exact.
Exact. Puis on utilisait déjà l'engravure de ce style-là sur nos pièces pour, dans le fond, faciliter l'assemblage. Donc, on a la version de la pièce, donc le nom de la pièce, la version de la pièce, c'est engravé dessus. Mais aussi, chacun des trous, s'il y a des bolts ou des inserts, on écrit vis M3 par nanana. Fait que les ingénieurs qui ont l'ingénierie, qui ont l'idée dans la tête de qu'est-ce qu'il faut mettre où, mais eux autres, ils écrivent sur la pièce au lieu de faire un gros catalogue de production, d'assemblage, mais c'est tout écrit sur les pièces. Fait qu'on peut pas se tromper. Puis tu es capable d'avoir assez de résolution pour bien voir le texte dans tes pièces? Oui, ouais. Pour de vrai, c'est étonnant. C'est étonnant. Puis aussi, on fait des grosses pièces, donc ça ne dérange pas trop d'écrire plus gros. Là. Mais en tout cas, vraiment, c'est pour ça que moi, tu sais, Organic Support, cool, j'utilise des supports dans à peu près 5% des impressions que je fais. Ça m'attire pas, mais l'engravage de texte, c'est la grosse affaire. Il n'y a pas juste. Si au niveau de l'engravage de texte, ce qui est vraiment intéressant de la section, c'est que tu n'as pas juste le texte lui-même, c'est que tu peux faire c'est des fonctions, des fois, que même les logiciels 3D ne font pas de super bel job de toute façon. C'est de pouvoir le mettre sur une surface non planaire. Tu n'es pas obligé de l'avoir sur une face bien droite. Il peut avoir il y a comme un warp, un pliage sur la pièce qui est fait pour suivre la forme de ce que tu as. Là. Ouais, ça, c'est insane. L'algorithme qu'ils utilisent pour faire ça, ça doit être démentiel, là, comment que ça roule. Là. C'est. Je pense, j'ai pas réessayé dessus, mais je sais qu'ils ont beaucoup de choses qui montrent en ce moment. Je pense qu'ils ont rajouté beaucoup de features, certaines features qui demandent un peu plus de power de processing. Là, je pense qu'à un moment donné, ils ont tellement des calculs poussés que c'est sûr qu'il faut s'attendre qu'il y a certaines affaires qui sont plus difficiles un peu à calculer. Ouais, c'est clair. Puis, je pense que la question quel ordi que j'ai besoin pour débuter l'impression 3D va devenir un peu plus pertinente si on continue à aller vers cette direction-là au niveau des slicers. Là. Ouais, il y a ça, surtout dépendant des fonctions. Je pense que sinon, l'alternative à un moment donné, va falloir déterminer est-ce que d'avoir des slicers qui sont web-based, qui sont comme online, serait une option, mais en même temps, des fois, tu deviens dépendant de ta connexion Internet pour faire des slicing ou quoi que ce soit. C'est sûr que dans un monde idéal, je pense qu'avoir une version desktop, c'est le plus intéressant. Mais ça peut-être des fois aussi, il va falloir peut-être avoir des ordinateurs qui sont en conséquence. Mais dans l'état actuel, je pense qu'au pire des cas, c'est que ça va juste être plus long à slicer. Puis déjà là, si on recule de quelques années, le slicer était quand même vraiment, vraiment lent. Il avait optimisé un peu avant d'acheter des features pour que ça soit beaucoup plus rapide. Je pense que c'est juste une question à un moment donné d'utiliser les ressources actuelles puis d'optimiser leur code. C'est sûr que c'est du alpha, là, fait qu'il faut vraiment s'attendre qu'il y a des améliorations à faire dans le futur. Ouais, c'est sûr que c'est normal. Puis tu me dis ça, les anciens slicers, puis je trouve ça drôle parce que j'ai vu cette semaine, justement, dans mes fichiers, une vieille version de Cura, genre Cura 4. Quelque chose, une vieille version de Cura. Puis j'étais allé juste trancher un Benchy juste pour voir la différence. C'est incroyablement long. J'étais là en train de m'arracher les cheveux. J'étais comme, pourquoi ça slice encore? C'est un Benchy calvaire. Ouais, mais à cette heure, même avec plus Slicer, généralement, peut-être que je vais peut-être le désactiver si jamais j'utilise des fonctions plus avancées, mais tu peux faire un slice automatique. Là, dès qu'il y a un changement, il va le slicer en background directement. Puis ça, c'est une option que tu peux mettre dans les paramètres. Tu n'as pas besoin de cliquer slice. Tu fais automatiquement, il va le slicer selon les paramètres. Tu arrives dans l'onglet, il est déjà slicé. Fait que, puis généralement, tu as un benchy, là, tu cliques sur le slice ou whatever, puis il est déjà fait. Là, il est là. Alors, c'est clair. Là, fait que. Non, c'est sûr qu'il y a déjà eu beaucoup d'avancées. Puis au niveau du cloud slicing, on a déjà vu ça au niveau de Creality, là, dans le Creality Box, le Creality Cloud. Tu peux slicer aussi à partir de ton téléphone, mais là, c'est sûr que ça donne des affaires de slicer qui sont super simples, puis qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a quand même une solution pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur. Mettons que tu veux aller vers quelque chose dans le Creality Cloud. C'est sûr que tu as une solution qui est possible. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande d'avoir une version mobile sur iPad ou quoi de même, mais ça reste que si un ordinateur régulier, des fois, peut avoir de la misère, je pense pas que ton petit iPad ou ton iPhone va avoir bien de la facilité à slicer ton produit. Honnêtement, c'est une chose que je suis pas convaincu. Peut-être que je me trompe, ça se peut, mais je suis pas convaincu que c'est vraiment ce que le plus organique de travailler sur un touchpad ou quoi de même, puis en même temps un iPad ou quoi de même pour dire
Je suis mitigé, moi, là-dessus, par exemple. Je suis un peu mitigé parce que j'ai aussi le côté de, mettons, moi, que j'ai un iPad Pro dernière génération avec la chip M2 dedans. Le processeur de mon iPad il est plus puissant que mon processeur de mon ordi. Ouais. Fait que ce que tu as, c'est un laptop avec un touchscreen et pas de clavier. C'est ça, mais quel pourcent de la communauté qui est dans ma situation, je sais pas. Mais c'est vrai que ça serait cool, par exemple, de pouvoir placer tes objets avec tes doigts ou avec le Apple Pen, faire des redimensions, des affaires comme ça. Je pense que le peinturage de support serait quand même assez cool avec le Apple Pen. Je vois que c'est une option qui pourrait être assez intéressante. Des fois, ça peut être difficile un peu de peinturer manuellement. Tu veux faire une ligne relativement droite là, avec une souris, là, c'est pas nécessairement évident. Là. Des fois, ce que je fais, je mets la pièce comme à une certaine perspective que la surface est tellement courte que tu peux faire une ligne droite. Puis, ta pièce est longue comme ça, mais vu que tu la mets de côté, ben, ta ligne n'a pas besoin d'être très longue pour que ça peinture tout. Mais le feature que j'utilise beaucoup dans le peinturage de support maintenant, c'est le remplissage de surface automatique. Que tu peux juste comme sélectionner, mettons, une surface pleine, tu sélectionnes ta surface, puis là, elle se peinture toute d'une shot. Là. Ouais, puis souvent j'utilise aussi un cliqueur que tu peux mettre dedans, que c'est on overhang only, que tu vas sélectionner quel pourcentage que tu veux. Mettons, si tu dis, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les sections qui ont 20%, mettons, d'overhang. Ben, il va te le highlight, puis tu peux cliquer dessus tes sections, puis il va le remplir directement. Mais si on va dans la même lignée, justement, de support, c'est pas nécessairement les premières choses qu'ils ont montré, mais il y a une section qui s'appelle le painter automatique. Ouais. Fait qu'est-ce que ça fait? Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pensé dans ma tête souvent. Des fois, tu sais, une situation que j'ai en tête, justement, tu as un long bridge à faire. Ben, tu sais, tu as deux options actuellement. Tu es comme, bon, soit que je le supporte à grandeur, mais tu sais, tu n'en as pas tant besoin, ou que tu dis, je le supporte pas. Puis là, ben, des fois, ben, tu n'as pas nécessairement une belle surface en dessous. Ben, eux autres, ce qu'ils vont faire, ils ont un algorithme. Ça, je ne l'ai pas essayé encore, puis il faudrait que je l'essaie bientôt. Automatique, clique sur automatique, puis il va se décider où ce qu'il en a besoin pour en avoir le moins possible. Il va te faire des tours. Fait que si tu as deux piliers, il va te faire des sections que tu as besoin pour réduire la longueur de ton bridge. Ouais. Fait qu'il va mettre du support genre juste aux endroits qu'il a notre besoin dans le bridge. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Au début, quand j'ai vu ça, je fais ouais, mais peinturage automatique, c'est pas comme les supports automatiques. Tant qu'à faire peinturage automatique, pourquoi pas juste faire des supports automatiques qui se font avec cet algorithme-là? Mais c'est cool de pouvoir ajuster qu'est-ce que l'algorithme a calculé. Selon ce que je pense, ce que je vois, c'est ça, justement, après ça, c'est vraiment à l'intérieur de l'interface de peinturage de support. Fait que tu peux lui dire, mets-y où ce que tu penses que c'est. Puis après ça, tu regardes les points bleus qu'il a mis, puis tu dis, OK, non, je veux pas cette section-là, je veux t'en rajouter là ou quoi que ce soit. Fait que tu peux améliorer la façon que tu le fais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, j'ai pris ça 2.6 en ce moment, puis on a un benchy dans un angle assez compromettant. J'essaierai pas d'imprimer ça normalement. C'est pas comme ça que tu imprimes des benchies? Je pensais que c'était le standard. Ah oui, hein? Fait que, mettons qu'on va dans peinturage de support. Là, on a quand même une couple d'options. En fait, c'est assez similaire à part la section automatique painting qu'on peut utiliser. Puis là, c'est sûr que l'ordi n'aimera pas ça pour l'enregistrement en même temps. Mais comme on peut voir, il a mis comme juste des supports aux endroits. Mais là, je pense que c'est juste avec les organic support que ça devient intéressant parce que je sais pas si c'est avec du support. Ça dépend peut-être de l'angle, parce que l'angle que tu as mis en tant que tel, il y a beaucoup de choses qui sont faciles à imprimer. Mais ouais, mais peut-être qu'il faut que tu travailles avec l'angle. Je sais pas, il y a peut-être un travail à faire au niveau de quel angle qui est nécessaire. Mais oui, clairement comme ça, je pense qu'il y a des surfaces qui s'imprimeront. Pourquoi que. Parce qu'il n'y a pas de bleu qui apparaît. À part pour la cheminée ici, tu aurais peut-être un petit glue ici. Là. Ouais, mais je pense que tu sais, tout le dessous, généralement, quand il y a un overhang majeur, il va te le marquer comme en bleu foncé. Puis tu n'en as pas. Fait que je pense que c'est une situation qu'il a déterminé que ce serait probable. Honnêtement, c'est pas c'est pas l'orientation qu'on devrait imprimer un benchy, mais c'est quand même intéressant. Puis je pense que oui, tu as un peinturage automatique pour des fonctions comme ça. Puis je pense que c'était un peu. Il n'y avait comme pas vraiment le choix pour l'organic support de trouver une façon que ce soit facile. Parce que je me souviens, j'avais vu des. Je me souviens plus si c'est pour des slicers pour la résine, souvent, parce que c'est là que
les tree supports en premier qui ont vraiment été développés. Ouais. Puis que là, ça te disait qu'il fallait que tu décides où ce que tu mettais tes points partout pour dire tes supports sont où. Ça fait pas de sens pantoute. Fait que là, au moins, avec ça, ben, ça devient intéressant de dire détermine ce que c'est, puis d'avoir un outil rapidement pour pouvoir altérer les décisions qu'il a faites. Ouais, non, c'est vraiment cool de pouvoir travailler avec l'algorithme au lieu de travailler contre. J'aimerais ça qu'on ait ce genre d'implémentation-là, mais pour la génération de périmètres puis de infill, être capable de décider un peu, de faire travailler un peu de façon plus intelligente, parce qu'on sait, des fois, hein, il fait des moves assez bizarres, là, comme il va revenir sur lui-même. Puis... Ouais. C'est sûr qu'il y a tout le temps les options des modifiers, mais c'est plus limite un peu. Là. Tu peux mettre si tu as une section que tu veux pas, ben, tu peux mettre un cube en plein milieu, puis tu te dis, dans ce cube-là, je ne veux pas d'infill, ou je veux que ça soit 100% infill, ou des choses comme ça. Ouais, il y a quand même des options poussées que tu peux faire, mais il y a quand même. Des fois, il y a quand même certaines situations il ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse, mais à un moment donné, des fois, c'est pas évident à prédire d'avance pour des edge cases que tu as besoin. Là. Ouais, c'est clair. Mais pour revenir au sport, ici, comme qu'est-ce que je vois, c'est que ce coin-là, selon moi, il n'y aurait pas eu besoin de support. Là. Tu regardes ça comme. Peut-être, mais ouais. Je pense que le support ici aurait été inutile. Par contre. Peut-être qu'ils l'ont mis en fait pour parce que une chose qu'il disait aussi, c'est qu'il utilisait le centre de gravité de la pièce. Parce que maintenant, dans ton slicer, si tu cliques en bas, tu vois le centre de gravité. Puis là, le problème, ce que tu arrives, là, c'est que le centre de gravité, si tu regardes, là, il est complètement à l'opposé de ton impression au départ. Fait, pour moi, il va aider peut-être à tenir la pièce pour pas qu'elle vienne facilement tomber ou quoi que ce soit. Mais il y a le support qui est là, qui le tient dessus. Ben, tu viens un peu aider à ce que la pièce tienne au plateau. Ah, c'est vrai, ça, il pense au poids à Star. C'est une chose qu'il parlait justement, il va déterminer, je ne sais pas quelle est la logique en arrière de ça, comment il est fait, on n'a pas vraiment d'option, mais c'est une chose qui parle dans leur log de leur release, c'est justement qu'il va utiliser dans son algorithme le centre de masse de la pièce pour savoir s'il y en a besoin ou non. Ah, c'est vraiment super. Puis on peut essayer de slicer avec les organiques vite. Oh wow, c'est beau. Pour le vrai, c'est insane. C'est juste insane. C'est tellement plus clean que ceux de Cura. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme toutes des belles curves. Genre, ça paraît qu'ils ont travaillé longtemps sur l'algorithme pour le rendre aussi optimisé que ça. Là. C'est vraiment beau à voir. Je vais faire je travaille sur ça. J'ai pas eu un besoin d'impression non plus qu'il y avait besoin de support complexe. Fait que j'ai pas poussé plus qu'il faut pour essayer de m'en servir. Mais je vois surtout dans les pièces plus, justement, des pièces plus, le terme est organique là, dans ce que j'ai en tête, là, mais des géométries plus complexes, que là, ça devient vraiment intéressant. Je sais pas si, mettons, si tu as mettons, une idée dans la tête, mettons, tu aurais un cylindre qui vient plus. Si tu aurais une surface plate, mettons, un cercle plat à supporter, est-ce que les organic support vont mieux travailler que des supports plus traditionnels? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas encore la réponse. Ah, c'est vrai, hein? C'est une bonne question. On peut essayer de se faire de quoi, là. Mais en tout cas, on a aussi un autre affaire qui est quand même assez intéressant, c'est les overhangs, vitesse d'overhang dynamique. Ouais. Je sais pas si tu avais checké ça aussi un peu. C'est une feature qui a quelque chose qui avait déjà de similaire dans le Super Slicer. Mais je pense qu'il n'a pas été aussi bien implémenté que ce qu'on a fait dans le Prusa Slicer. Mais c'est un besoin que justement, que quand tu viens fine-tuner un peu, surtout quand tu veux essayer de pousser les vitesses comme on essaie de faire, à un moment donné, parce que l'idée un peu est similaire à la fonction qu'on a en ce moment dans les paramètres du filament, de dire le temps minimum imprimé. Parce que, mettons, dans le cas d'un benchy, si jamais on va trop vite, on s'amasse, mettons, comme la cheminée, elle n'aura pas vu que l'impression est vraiment proche et rapide, elle n'aura pas eu le temps de bien refroidir avant la couche suivante. Sauf que l'autre cas qui arrive, c'est que ça peut prendre un certain temps, mais si jamais tu as une layer qui est quand même assez grande, mais que tu as un coin comme un benchy, que tu as vraiment la pointe qui est super en angle, mais le coin va avoir tendance à relever.
Puis là, ben, la façon de faire que tu peux dire, ben, parfait, je vais réduire la vitesse d'impression pour compenser, mais le reste du print, il n'y en a pas besoin de cette vitesse lente-là. Non, fait que ce que lui va faire, c'est que tu peux y setuper selon l'angle. Tu as comme 4 points que tu peux déterminer quelle vitesse à quel angle. Mais tu peux dire, ben, si j'ai un angle de 45 degrés, ben, vas-y full pin. Si j'ai 30 degrés, ben, vas-y tu peux dire en pourcentage ou en vitesse, mettons, réduit à 75% ou quoi de même. Fait que, il va juste ralentir dans la zone qui est problématique. Fait que tu n'auras pas besoin de ralentir le print au complet pour faire en sorte que les coins qui sont plus problématiques soient bien refroidis. Ouais, puis c'est super intéressant, puis j'ai voulu le tester, mais maintenant que tu l'expliques comme ça, puis je viens de comprendre que j'ai pas vraiment pas fait le bon test pour tester ça. Parce que, dans le fond, ici, ça, c'est dans les vidéos de mon vlog Patreon que je suis en train de filmer là-dessus. J'ai imprimé des tours de refroidissement, de overhang, pas de refroidissement, des tours de overhang comme traditionnels. Ouais. Mais, oh boy. Désolé. On le voit pas. Là. Ouais, elle arrive, OK. OK. Ouais, c'est ça. J'ai imprimé des tours de overhang traditionnels. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ça, c'est toutes des couches qui sont assez petites pour rentrer dans la catégorie couche de périmètre petit, le small perimeter, ouais. Ouais. Fait que, peu importe le modifier ou pas, ils vont tous imprimer à la même vitesse. Fait que c'est sûr que ça n'a fait aucune différence. Ils sont tous très similaires. J'essaie de voir si j'ai un exemple de. Dans mes pièces Simonet, j'avais imprimé bien des Benchy, là. Mais j'ai-tu un exemple d'un Benchy? Excusez-moi. Qui a justement la problématique. Oh, pas vraiment. Écoute, il faut croire. Ah, j'en ai un ici. Exactement. Ben, ça, c'est une fois que j'essayais vraiment il est vraiment pas très beau le Benchy, mais j'essaie de pousser un peu mes vitesses. Mais on a une problématique quand on a. J'ai un éclairage qui n'est pas extraordinaire. La section qui est ici, ben, elle n'est pas belle parce qu'il y a pas assez de. La vitesse était trop vite pour la capacité de refroidissement. Mais tu sais, le côté ici était correct. Fait qu'est-ce que lui va faire? Il va rouler à pleine vitesse ici, mais quand il arrive à la section qui est plus en angle, il va juste ralentir. Fait que les sections, mettons, comme ici, mettons qu'il y aurait plus d'angle ou quoi que ce soit, ben, tu peux ralentir. Fait que ça va faire en sorte que tu vas pouvoir gagner de la vitesse avec la même capacité de machine. Ouais, non, ça, exactement. Ou avoir des meilleurs prints, mettons, sans trop perdre de temps d'impression. Ouais, ben, je pense que, en tout cas, moi je trouve que c'est une super update comme avec beaucoup de choses à découvrir puis beaucoup de choses à améliorer. C'est sûr que ça a pris du temps avant qu'on la reçoive, mais je pense que ça vaut la peine d'attendre. Ouais, puis tu sais, ça reste que c'est. Ils vont peut-être rajouter, tu sais, il y a des choses. Si vous voulez l'essayer, il faut se rappeler que c'est un alpha. Normalement, qu'il y a un accès à un alpha est déjà extraordinaire. Généralement, un alpha, c'est tout le temps interne. Les bêtas vont être tout le temps alpha, bêta en ordre. Les bêtas, généralement, tu vas avoir un accès avec des bêta-testers que tu vas dire, OK, essayez de trouver les bugs qu'on n'a pas trouvés. Puis, après ça, on va faire des corrections jusqu'à temps qu'on a des release candidates qu'on appelle. Quand tu vas dans le GitHub, tu vas avoir un RC1, RC2. Que ça, c'est, écoute, on pense que tout est beau, mais on n'est pas en finale encore. Fait que là, il y a encore des problèmes. Généralement, quand c'est en section release candidate, tu es quasiment certain que ce que tu vas avoir là va fondamentalement bien fonctionner. Il va peut-être avoir des petites affaires qui ont vraiment des cas particuliers qu'ils n'ont pas vu encore. Fait que si vous voulez travailler, puis une chose aussi, Processor, vous pouvez installer le alpha. Puis quand vous allez l'ouvrir, il ne viendra pas comme corrompre votre configuration régulière. Toutes les modifications qui sont faites là-dedans vont être enregistrées dans un dossier séparé pour le alpha. Fait que vous pouvez jouer avec sans avoir peur de scraper vos configurations régulières dans votre Prusa Slicer. Ouais, ça c'est vraiment cool. Puis là, je suis en train de trancher un Benchy complètement à l'envers. Puis le résultat est quand même pas pire là, avec les tree support. Ça me donne. J'ai l'impression que ça s'imprimerait bien. J'ai quasiment l'impression quasiment le goût de le lancer. Je pense que c'est un bon défi à avoir.
Honnêtement, ça look good. Si on va couche par couche, mettons. Ça fait drôle de voir un Benchy commencer avec la cheminée. Puis il n'est pas de ouette en plus, ta cheminée est comme. Ouais, comme en angle. Non, je pense que tout a... Ah ouais, on a même du. Ah ouais, on a même du support qui passe à l'intérieur, qui part à l'intérieur. Puis je sais pas comment facile que. Ah ouais, le volant. Ah yeah, ça donne le goût de l'essayer. Faudrait, je pense que je vais le lancer après le podcast. C'est quand même cool. Fait que c'est une belle. C'est un beau release qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de belles fonctionnalités qui ont été implémentées. Puis l'avantage, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est des produits qui sont open source, comme Cura et il y en a un autre, Boulab aussi, qui a une section que leur Lab Studio était open source. Ils n'ont pas vraiment de choix anyway parce qu'ils se sont fortement basés sur Pressure Slicer pour le faire. Puis Pressure Slicer qui sont fortement basés sur Cura, qui est open source. Il y a beaucoup de features là-dedans qui ont été faites. De Cura, ouais. Qui arrivent de Cura. Super Slicer. C'est comme un mélange de tout. Là. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu as une communauté open source comme ça, ben, tu es capable justement de travailler sur les efforts, avoir un effort collectif de tout le monde, puis d'améliorer les états. Puis je sais que Cura ont déjà annoncé ou quand même qu'ils vont justement importer le travail des supports organiques dans Cura. Si jamais vous aimez Cura, ben, vous allez pouvoir aussi avoir accès au travail que Prusa a fait avec leur support. Ouais, mais honnêtement, pourquoi vous utilisez encore Cura? Là? Je veux dire, avec toutes ces affaires-là, c'est tellement comme... Prusa Slicer, il est juste comme mieux optimisé pour le workflow en général. Écoute, il y a des gens, tu sais, c'est des préférences personnelles, puis des fois, il y a des gens aussi qui sont tellement habitués de travailler avec Cura qu'ils vont vouloir rester vis-à-vis Cura. Il ne faut pas essayer de dénigrer quelqu'un pour leur choix personnel. On est en 2023, il faut commencer à être inclusif dans les choix personnels. Mais c'est sûr que si vous avez vous savez pas trop quoi, moi, Pressure Slicer, je pense que c'est un très bon choix comme slicer. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Là. Il y a des gens qui pensent que Prusa Slicer, c'est juste pour des Prusa. Ça, c'est comme la chose que j'essaie le mythe que j'essaie de debunker, que non. Ouais. Puis même que les profils Prusa Slicer des autres imprimantes sont déjà très, très bien calibrés. C'est quasiment aussi bien calibré que leurs propres imprimantes. Puis, en tout cas, au niveau du quality, là, souvent sont mieux calibrés que les profils que Creality Slicer vont avoir dans leur imprimante. Fait que... Ah ouais, vraiment. Donc, des histoires d'aller downloader des profils Cura de Chep là, pour votre. Je sais que Chep, il fait des très bons profils Cura, mais je dirais que la qualité des profils qui sont natifs sur Prusa Slicer sont, selon moi, aussi bons que les profils de Chep. Ouais. Fait que, puis t'as pas besoin d'aller les importer, puis tout ça. Fait que, bon, en tout cas, moi je recommande Prusa Slicer fortement, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour de ça. Ouais, j'ai une fonction qui est super intéressante aussi avec le. Juste peut-être en finaliser, ce que je regardais voir les. Ah, tu as le Measure Tool qui est super intéressant aussi pour. Ouais, c'est vrai. Pour moi, je pense que ça va être quand même limité sur certaines géométries, mais mettons, tu peux mesurer avec le slicer, mettons, une ligne, un edge d'une pièce. Puis, tu peux aussi vous dire, ben, ce edge-là, je veux qu'il ait telle dimension. Fait qu'il va automatiquement changer le pourcentage de grossissement pour matcher ce que tu veux. Fait que, mettons, cette valeur-là, je pense que si tu double-cliques dessus, ou quand même, il y a une façon de. Je ne l'ai pas essayé, là, mais je sais que tu peux le changer. Tu changes le texte. Tu dis, mettons, je veux plus gros quand même. Puis il vient de scaler automatiquement pour avoir la dimension que tu voulais. Fait que ça, c'est super intéressant. Des fois, si tu as une pièce quelconque ou, mettons, si tu aurais un vase que tu veux imprimer, mais que tu as besoin de fitter de quoi dedans, mais à la place de dire, ben là, combien de pourcentage il faut que j'augmente pour avoir telle dimension, tu sélectionnes le rond, tu dis, parfait, je veux qu'il ait 6 pouces de large, ben il va le faire automatiquement. C'est super pour ça. C'est vraiment hot. Un gros benchy. Fait que tu vas l'imprimer de même, ton benchy à l'envers?
Plein plateau. Ouais, non, peut-être pas. Puis, un dernier aussi à faire, leur support, ils ont pas de support, excuse, l'outil de coupe. Mais... Hey, ça c'est une grosse. Oh, ça, c'est une grosse affaire, l'outil de coupe, là, qu'on peut changer l'angle. On peut changer l'angle de la coupe. Puis pas juste ça, tu peux couper puis tu peux y mettre des connecteurs automatiques. Tu peux y mettre, si tu coupes ta section, tu peux y dire je veux installer dans ma coupe le mot que j'ai en tête, c'est tâton, là, mais une pin puis une partie femelle pour pouvoir faire des localisateurs quand tu viens faire ton collage. Ah, ouais. Fait que tu peux automatiquement y dire mets-en en même temps puis il va le générer. Eh non. Ben oui. Non, mais attends, faut que je comprenne comment faire ça. Là. Mettons comme ça, puis là, tu dis add connector. Ouais, exactement. Tu as différents types. Plug doubles. Puis là, tu cliques dessus. Je pense qu'il faut que tu cliques sur où ce que tu veux l'envoyer ton image. Puis tu vas lui dire où c'est que tu le veux. Puis là, il va te mettre des connecteurs. Puis tout. Puis tu peux faire des mâles femelles. Puis je pense que même avant de couper, je pense qu'automatiquement, il peut mettre le femelle dans l'autre ou quoi de même. Tu peux choisir une tolérance. Là. Puis dans l'autre section, il va te mettre les deux sections. Puis si tu le mets trop proche du edge, il dit genre. Je ne l'ai pas essayé, c'est ce que j'ai vu, mais des fois, si vous avez des prints qui sont quand même assez gros à imprimer, ben, vous pouvez facilement le sectionner puis avoir de quoi pour le localiser pour quand vous venez faire votre collage par après. Hey, c'est un méchant update, là, voyons donc. Pour vrai, si vous voulez voir les détails, là, sur le GitHub, là, si vous voulez, le plus facile de le trouver, là, c'est bien. Vous googlez le Prusa Slicer Release, vous allez tomber sur la page du GitHub, puis ils ont tous les détails de toutes les modifications qu'ils ont faites pour la version 2.6. Fait que vous pouvez avoir toutes les choses, puis ils expliquent de comment s'en servir. Vraiment, en tout cas, je jouerai avec ça tantôt, là. Mais non, c'est vraiment ça coche. Wow. Je suis impressionné. Je m'attendais à ce que ce soit un gros update, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un gros update comme ça. Là. Ils ont vraiment mis tout qu'un effort là-dessus pour le 2.6. Puis ça fait pas tant longtemps parce qu'on se rappelle, 2.5 qui est sorti, ça fait pas si longtemps que ça. C'était fin de l'été. Ouais, puis ils ont déjà sorti 2.6 à travailler dessus. Ils ont vraiment travaillé fort sur cette section-là. Je pense que à défaut de sortir des imprimantes, ils essaient de garder le monde en ayant des slicers de haute qualité. Là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Comme, je voulais calmer un peu le monde, ça excelle. Là, ouais, c'est correct. C'est correct. J'ai eu un petit problème avec ma Voron cette semaine. On a manqué d'électricité pendant une grosse impression. Puis c'était une impression de 26 heures que j'étais déjà à une douzaine d'heures. Puis pour finalement réaliser que le clipper n'a pas de power loss recovery. Donc après manque de courant, tu peux pas reprendre ton impression. C'est un peu plate. C'est... je pense qu'il y a la problématique, c'est au niveau le fait qu'il est fait, vu qu'il roule sur un Raspberry Pi puis tout, je pense pas c'est pas aussi intégré que, mettons, juste un micro, mettons, avec une Prusa. Il y a le Power Loss Recovery, mais tu sais, c'est un firmware spécifiquement codé au complet pour rouler sur un processeur. Tandis qu'avec Clipper, ben, tu as un OS de Raspberry Pi, puis que tu viens installer un software un peu dessus qui est Clipper, qui va travailler. Fait que si jamais le Raspberry Pi perd le courant, ben, tu sais, t'es fini complètement. Ouais, ça m'est arrivé, puis c'est vraiment dommage. C'est vraiment chiant. La solution simple, c'est de mettre un UPS, mettre une banque de storage. Ouais, puis je pense que c'est vraiment, même honnêtement, même si ma Prusa a Power Loss Recovery, je préfère rouler avec un UPS. Parce que dans le cas parce que le UPS en tant que tel, le but du UPS, c'est pour si jamais tu as une perte de courant de petite durée. Si des fois, tu as une tempête, et puis là, à un moment donné, les lumières, ils flashent ou quoi de même, là, ben, le UPS va permettre d'avoir une alimentation continue à tes appareils qui sont pluggés. Ouais. C'est pas fait pour. Le but, c'est pas d'avoir dire OK, je peux rouler mon imprimante pendant 2 heures de temps sur ma batterie. C'est pas ça le principe
de fonctionnement de. Mais tu peux. Ça dépend de la capacité. Assez gros, ouais. Tu pourrais assez gros, mais généralement, c'est pas le but principal de tout ça. Tu sais, mettons, même dans un environnement industriel, généralement, tu vas avoir un battery backup pour gérer temporairement. Mettons, c'est fait 5 minutes. Si jamais il y a de quoi, après 5 minutes, il va y avoir une génératrice qui kick, puis là, il va prendre le relais pour l'alimentation. Ouais. Mais puis le problème, la différence avec, mettons, si j'ai une panne de courant quand j'ai mon UPS, le UPS, il prend le relais, l'imprimante, elle ne va absolument rien aller. Mais si jamais tu as une perte de courant avec sans un UPS, mettons avec Prusa, oui, il va dire parfait, tu as le Power Loss Recovery, mais il va quand même arrêter l'impression. Ouais, il va poser l'impression, puis là, il faut que tu dis OK, parfait, retourne. Puis là, ben, t'espères que il y a vraiment. Ils font une belle job, mais tu sais, il va sur la même place, puis là, OK. Est-ce que l'adhésion de couche va être encore. Parce que des fois, mettons, si tu l'as réimprimé partie puis que tu reviens juste 3 heures après, est-ce que l'adhésion de couche va être aussi bonne? Est-ce que. Tu as ton plateau qui refroidit. Fait que généralement, quand le plateau refroidit, c'est la fin. Tout se décolle. Mais même si ça a été correct, même si ça a resté collé, tu as quand même ta pièce, une fois qu'elle refroidit, elle se rétrécit un peu. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que c'est vraiment pas idéal. Moi, ça fait déjà. Ça fait quasiment plus qu'un an, je pense que je roule avec un UPS. Là. Je pense que c'est vraiment. Puis, t'as quelle capacité de UPS pour tes imprimantes? Ce que j'ai actuellement, là, j'ai un 1500 VA. Il faut savoir les appareils de UPS, ils vont être calculés en VA, qui est des volts ampères, qui est une. Ça vient quand même complexe au niveau qu'est-ce que la différence entre un volt ampère et un watt. Ouais. Parce que volt fois ampère, ça donne des watts. Mais tu as comme une perte d'énergie. Toutes les entreprises commerciales sont chargées en VA, puis le résidentiel est chargé en watts. Il y a une différence. Fait au bout de la ligne, tu as tout le temps un peu moins de watts pour un nombre de VA. Fait que ton 1500 VA va te permettre généralement d'avoir environ, je pense, un proche de 800 000 watts. Fait que avec ça, moi, je suis capable de rouler mes 3 imprimantes. Je suis capable de faire préchauffer mes 3 imprimantes en même temps avant qu'ils chialent qu'il y a trop de charge. Parce que aussi, il y a une charge aussi si jamais il y a il n'y a pas en mode batterie, même en mode électricité, ben, tu as comme une limite que tu peux y faire charger. Fait que moi, ce que j'ai fait avec mes imprimantes qui ont Clipper, j'ai limité la puissance du bed à 50%. Fait qu'en préchauffe, ça y prend un petit peu plus de temps, mais ça l'évite de surcharger mon UPS en même temps. Puis tu préchauffes-tu tes bêtes bien avant de l'imprimer sur tes Voron, sur ta Voron? Sur du PLA, PETG, pas vraiment. Là, honnêtement, je le fais, puis je le fais pré-réchauffer, puis après ça, il va faire. Tu sais, il pré-réchauffe, puis là, il commence à faire sa séquence de quad level. Ils font son leveling, il fait son. Puis t'as pas de problème avec le quad level? T'as pas de problème avec le quad leveling? Quand tu préchauffes pas trop longtemps. Moi, là, si je préchauffe pas au moins 5 minutes avant, le quad level, il me fait une erreur. Puis ta probe, c'est quoi que t'as? La probe home run carré? Là? Ouais. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Écoute, c'est sûr que j'imprime pas tout le temps pleine largeur de plateau aussi, hein, mais j'ai pas nécessairement vu ce problème-là. Moi, c'est le quad leveling qui me donne une erreur, qui me dit les probes. Il fait ses probes, puis après ça, quand il retourne faire ses probes, il y a comme trop de différence parce que j'ai comme l'impression que le plateau est encore en train de se déformer avec la chaleur. Fait que ça change son probing. Genre. Mais honnêtement, moi, je pense que tu tombes avec la limite aussi de la capacité de ta probe. Là. Moi, ça arrive, j'ai grandement, comment dire, loussé la tolérance de mes probes avant qu'il réessaye. Parce que souvent, s'il n'est pas content, il réessaye. Puis une chose que tu as déjà remarqué, puis c'est un. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est une affaire connue. Si tu fais 3 probes, la première va tout le temps être plus grande que les 2 suivantes. La fois, il va tout le temps différent. Mettons, on chiffrons, mettons, le premier va dire j'étais à 15 mm, l'autre va dire à 14, puis l'autre va dire à 14. Ouais. Fait que souvent, ben, puis ça, cet écart-là, il va comme le calculer comme étant un problème. Fait que là, il dit genre Pro Point Exceed Limit Traca. Fait que généralement, moi, je pense que je mets avec. J'ai-tu 3 ou 5? J'en ai 3 ou 5, là, puis je prends le médian de la gang.
Puis honnêtement, généralement, c'est pas un problème. Le médian, c'est parce que la différence entre la moyenne et le médian, là, la moyenne, c'est qu'il va faire l'ensemble, il va dire c'est quoi ma moyenne il fait 1 plus 1 plus 1 divisé par 3. Tandis que le médian, il dit j'en ai 3, il met en ordre croissant, puis il dit c'est quel le milieu de mes 3 points, puis il dit cela, c'est ma valeur. Fait que généralement, là, je prends, puis j'assume que, regarde, la précision qu'on a, c'est la précision qu'on a. Il n'y a pas vraiment de. Tu as un retry, parce que tu as le retry de probing, puis tu as comme le retry de combien de fois qu'il essaie de faire sa boucle avant qu'il soit content de sa leveling. Fait que regarde les paramètres que tu as, puis mets-là un peu plus tolérant. Puis honnêtement, je pense que d'origine, il essaie de faire comme au millième de millimètre près. C'est comme ouais, là. C'est peut-être juste pas le problème, ouais. Par défaut, il était beaucoup trop sévère, puis je l'ai mis plus lousse, puis j'ai pas de problème qui chiale que le bed, comme ton, généralement, là, si, parce que tu arrêtes avec un Voron, ça arrive souvent qu'il va dropper un petit peu de quelques millimètres. Fait qu'il est capable du premier coup de se replacer, il revérifie, puis il est content. Il fait pas comme 3-4 fois de suite là, à faire son affaire. Là. Ouais, parce que c'est vraiment un drôle de problème. Comme tu lances une impression, puis là, tu fais erreur de probing. Puis généralement, quand on a un problème, moi je dis le temps problème, changement, comme réessaye pas sans faire de changement. Mais ça, c'est le problème que tu fais juste réessayer, puis réessayer, puis réessayer jusqu'à temps que ça marche. Ouais. C'est comme random. Ça me casse le cerveau. Ça me casse le cerveau. Je suis comme, wow. À un moment donné, on tombe dans les limites de la capacité de résolution de probing. À un moment donné, il ne peut pas être plus qu'un step de résolution. Puis là, ben, à un moment donné, tu as la précision de la probe elle-même. Fait que là, tu peux avoir des variations. Puis honnêtement, par défaut, je pense qu'ils sont beaucoup trop sévères avant de dire qu'ils sont ça coche. Là. Fait que ça, si jamais tu fais un bed leveling aussi, tu peux le mettre pas mal plus lousse avant de chiale que ce soit pas correct. Là. Ouais, en tout cas, à date, j'ai pas eu besoin de faire de bed leveling sur aucune des Vorons. Les beds sont quand même assez droits. Là. Ouais. Il y a une petite. Généralement, là, si tu as un bed comme un autre qui est quand même de qualité, tu vas avoir comme une petite courbe qui va se faire uniforme. Mais tu sais aussi une chose que tu peux faire, qui est une option, tu peux faire. Tu peux même, je pense, le mettre dans ton Start G-Code. Mettons, tu peux y dire si jamais j'ai pas de bed leveling de loader, fais mon bed leveling, puis enregistre-le comme référence absolue. Okay. Fait que si tu fais des prints à répétition, ben la fois d'après, si jamais tu n'as pas étendu les moteurs de ton imprimante puis qu'il y a comme tout perdu, ben tu n'as pas besoin de recommencer comme cet effet-là. Même je pense que tu peux même dire, même si c'est les moteurs, c'est pas grave, tant que l'imprimante elle-même n'a pas perdu son alimentation, ben tu peux recommencer la fois d'après à juste faire ton code leveling puis qu'il load le dernier bed leveling qu'il a essayé de faire. Fait que tu as comme les. Okay. Parce que c'est long, là. C'est quand même long de dire à chaque fois là, qu'il fasse le bed leveling. Moi, je donne pas de bed leveling. Je donne juste le quad, puis à date, j'ai pas eu de problème, puis je fais tout le temps des impressions plein plateau. Puis tu sais, si t'as. Je pense que ça vient plus un problème si jamais tu as des petites pièces, une résolution. Si tu essaies de faire des hauteurs de couche de 0.1 mm, mettons, là. Peut-être, ouais. Ben là, c'est plus difficile que ta variation. Mais si tu imprimes avec un nozzle 0.6, tu as 0.3 mm de couche, ben tu as beaucoup plus de tolérance sur ta variation. Alors, c'est clair. Moi, je suis à 0.22. Fait que, tu sais, puis mes premières couches sont tout le temps la pleine largeur du bed. Là, parce que c'est la raison pourquoi qu'on a acheté des Vorons, parce qu'on utilise des pièces. Fait que, on n'a jamais genre plusieurs petites pièces. Là, ça va être tout le temps des grosses pièces. Fait que je pense que c'est un peu moins pire. Là, mais, ouais, fait que UPS, je vais checker ça parce que honnêtement, c'était vraiment juste une petite. C'était un petit flash, là, comme honnêtement, quelques secondes. Puis mes prix, ils ont reparti, aucun problème. Mais ma Voron, j'étais comme un peu déçu. Là. Puis plus qu'ils sont grosses, plus que ça fait chier parce que tu sais, c'est beaucoup d'argent que tu perds à chaque fois que ça fait ça. C'est sûr que ça arrive pas souvent, mais des fois, ben, tu as un deadline ou quoi de même. Tu sais, tu as une promesse de livraison d'une pièce, puis que finalement, des fois, ça arrive que, dépendant de ce que tu es aussi, des fois, ça arrive plus souvent que d'autres que tu as des pertes de courant. Là, tu sais, il y a des gens, quasiment, ça arrive à chaque semaine que tu perds un peu de courant. Mais si tu regardes pour un UPS, là, moi, c'est un Power. Un Cyber Power. Okay. Tu peux l'avoir sur Amazon. Puis, une chose qui est importante à regarder dans les modèles, c'est qu'il faut que tu prennes le True Sine Wave ou comme même qu'ils l'appellent. Okay. Parce que tu as deux méthodologies pour. Parce que le UPS, qu'est-ce qu'il va faire?
surtout quand il tombe en batterie, parce que en fait, il y a trois options. On va faire un petit cours de UPS rapide. Tu as des UPS qu'on appelle Line Interactive, que lui, ce qu'il va faire, c'est la plupart des UPS, non commerciales, sont de ce type-là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'alimentation de courant de la maison dessus pour alimenter tes appareils. Ouais. Puis si jamais il y a une interruption de courant, ben là, il switch à la batterie. Puis sinon, il y a l'option que tu peux avoir, c'est appelle ça des dual conversion ou des online. Que eux, ce qu'ils font, ils prennent le courant qui vient de l'alimentation, ils le mettent dans la batterie, puis en tout temps, c'est la batterie qui reconvertit pour remettre en courant l'appareil. Ça fait un effet de filtration aussi. Si jamais il y a quelqu'un qui a des fois mettons, si tu es dans une usine ou quoi de même, nous autres, j'ai une application qu'on a des besoins de UPS, que c'est tout le temps des online, parce que la qualité de l'électricité est vraiment pas belle. Il y a beaucoup de bruit dedans. Fait que ça fait en sorte que la sortie est filtrée. Fait que dans les sections Line Interactive, tu as deux types. Tu en as qui vont faire, tu appelles ça comme le Simulated Square Wave ou quoi de même. C'est que normalement, un 120 volts, c'est une belle wave, un sinusoïdal. C'est un beau sinus, oui. Puis ça, ben, tu peux pas. Faut que tu le génères. Tu peux pas comme créer une ligne sinusoïdale avec du DC qui est emmagasiné dans une batterie. Fait que la version cheap, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est qu'ils disent OK, parfait, j'ai besoin, mettons, de 120 volts en haut, 120 volts en bas. Mais il va y avoir un carré intermédiaire, ou des fois, il va comme un carré, puis il revient à zéro. Fait qu'il va y avoir comme des grosses. Ça va être vraiment laid comme sinus. Tandis mais ça marche. Ça marche, mais il y a certains appareils qui vont vraiment être. C'est très dur pour un appareil électronique. Fait que l'autre option, comme dans Cyber Power, pour pas tant plus cher que là, ils appellent les True Sign. Eux autres, qui vont faire comme un genre de petit PWM pour faire une wave qui est beaucoup plus proche d'un sine wave. Ouais, ça va rester quand même saccadé, mais ça va être plus proche. Mais le carré, à place d'avoir comme par cycle, d'avoir comme 2 étages, mais t'en as peut-être 100 ou quoi de même. Tu t'en as beaucoup plus. Si vous regardez des UPS, je vous conseille fortement de regarder pour ceux qui s'appellent True. Je ne sais plus c'est quoi le terme exact, mais ils appellent ça True Sine Wave ou quoi de même. Là. Puis ça fait du sens parce que honnêtement, quand tu y penses, dans le fond, ta vague sine, c'est l'aimant du rotor chez Hydro-Québec qui passe, qui tourne puis qui fait ton courant. C'est normal que ça soit comme graduel, que ça soit smooth, mais tu peux pas juste c'est quelque chose qui est analogique. Là, c'est vraiment. C'est un courant qui est alternatif. Et à une batterie, il faut que tu le régénères. Puis tu sais, les online vont aussi avoir le même principe que c'est des petites lignes, mais ils vont être beaucoup plus courts. Fait que si jamais il y a les UPS très cheap, quasiment toutes les APC que j'ai vues, c'était des Simulated Square Wave qui étaient vraiment un signal pas super. Ça se peut que ça fasse la job jusqu'à temps que ça ne fasse pas la job. Mais idéalement, à moins que le budget ne le permette pas, surtout si tu regardes avec l'entreprise que vous avez, je pense que pour la peu de différence de coût, ça vaudrait très grandement la peine d'avoir le True Sine Wave là, de plus. Ouais, ben, on vient de décrocher des subventions assez alléchantes, là, fait que c'est pas trop un problème. Là. Et je pense que ça va être définitivement un move à faire. Là, parce que là, c'est sûr que oui, j'ai perdu beaucoup de filaments, beaucoup de temps, mais comme c'était pour l'entreprise, c'était pas pour mon entreprise à moi. Fait que, c'est plate, mais écoute, c'est des choses qui arrivent, là, ça me dérange pas dans, là, mais. Mais c'est une tranquillité d'esprit en même temps, là, de l'avoir. Si jamais tu as un problème ou quoi que ce soit, ben c'est quand même pratique. Mais c'est une évaluation de risque là, un peu en tant que tel, à quel point que perdre l'impression peut te causer des problèmes. Là. Ben, surtout, ça se multiplie quand tu as 20 imprimantes qui roulent en même temps. Là. Ah oui. C'est sûr que c'est sûr que c'est un move qu'on va avoir besoin de faire. Fait que d'après moi, là, tu peux facilement avoir 2 à 3 overruns sur le même UPS. Puis tu as juste avec un 1500, là, qui est le plus grand que tu vas avoir sur une prise 15 ampères régulière. Okay. Sinon, tu tombes dans le 20 ampères là, qui est du 2200 et plus. Là, à peu près, mais je pense que c'est 2200 pas mal le maximum pour les UPS. Ça te prend une prise 20 ampères, bien sûr, pour dessus. Mais je pense que c'est probablement le plus rentable, c'est un 1500 True Sine Wave qui va être le mieux. Je pense qu'on roule ça sur des 20 ampères. Là.
C'est des 20 ampères, tu peux regarder pour avoir des 20 ampères aussi. Là, ouais. C'est des options. Fait que, ouais. Ben, merci pour ce fameux cours de UPS. Je pense que c'est un peu ça que je m'en venais chercher dans ce segment-là. Je savais que tu en connaissais plus que moi là-dessus. Je me suis dit, il va pouvoir m'éclairer un peu. En restant dans le sujet des vorons, il y a deux types de têtes d'impression populaires pour les vorons. Le style Afterburner, qui est comme la version un peu plus vieille, puis le nouveau style Stealthburner, qui a des petites LED dedans, puis qui est bien plus cool. Je sais que toi, t'aimes bien gros le Stealthburner. Moi, je suis un peu plus team Afterburner pour mon application personnelle. J'aimerais qu'on en parle un peu. Pourquoi tu aimes mieux le Stealthburner au Afterburner? En fait, c'est pas je me base pas nécessairement sur des opinions personnelles. C'est un peu avec la communauté qui m'a guidé d'aller avec le Stealthburner. Oui, on s'entend que la tête est quand même vraiment cool, la façon qu'on la voit un peu en arrière. Là. C'est une belle tête d'impression. Mais la grosse différence par rapport à l'Afterburner qu'il y avait, ils ont amélioré leur cooling. Fait que le refroidissement est supérieur avec le Stealthburner que l'Afterburner. Mais si je te dis Afterburner, mais avec le mode pour mettre un ventilateur 50-15 dessus. C'est une option, mais c'est une question que les deux options sont viables. Est-ce que si tu as déjà un Afterburner, ça vaut la peine de faire une transition à Stealthburner? La question est quand même vraiment difficile à justifier. Mais si tu pars de neuf, il ne coûte pas vraiment plus cher à imprimer un ou l'autre. Non, ça c'est clair. C'est juste que tu viens sur une plateforme plus récente. Ouais. Puis si jamais des mods, comme là, mettons, ils ont sorti le mode, la modification avec je ne sais plus comment il appelle, la tête sert de probe en même temps. Là, je ne me souviens plus comment il l'appelle. C'est le. Je ne sais plus. Ils ont une nouvelle modification que l'équipe Voron ont sorti, que c'est la tête elle-même, mais ça, c'est juste supporté avec le Stealthburner. Ouais. Fait que, mais tu sais. Je comprends ça. Oh, ouais. Mais en tant que tel, les deux têtes sont quand même sont bien. Je pense que si tu commences un nouveau build, ça serait bien d'y aller avec les têtes Stealthburner, parce que toutes les modifications subséquentes vont y aller avec ça. Je sais que moi, quand que je l'ai bâti, c'était la tête Stealthburner était encore comme en bêta. C'était pas la officielle du build. Ça a peut-être changé d'ici là, mais ça faisait déjà longtemps qu'il était quand même assez imprimé par la communauté. Mais tu sais, la grosse différence qui en parle dessus, c'est vraiment au niveau du cooling qui était supérieur. Puis, il y a le look qui est mieux, mais fonctionnellement, en arrière de ça, tu as un carriage, tu as ton extrudeur, tu as un petit tube, puis tu as ton hot end. Puis c'est juste comme la coquille autour qui est différente. Fait que, un ou l'autre est un bon choix. Si vous avez à builder une Voron, les Trident ou les 2.4, moi, j'irais avec le Stealthburner tant qu'il y a la 9. Puis, je suis du même avis que toi là-dessus sur si tu en as à construire un projet personnel pour toi, ou tu sais, comme. Ça, je suis très d'accord avec ça. La raison qui m'a fait choisir le Afterburner pour la production de masse, nous autres, chez Multitech, on prévoit d'en construire une vingtaine en 2023, c'est que simplement le processus d'assemblage est plus simple de l'Afterburner. Okay. J'ai regardé un peu les deux manuels d'instruction, puis je trouve que c'est plus simple, plus rapide de construire des Afterburners que de construire des Stealthburners. Surtout que je travaille avec des équipes de gens qui n'ont jamais construit une imprimante 3D ou qui ne sont pas super habiles avec les assemblages plus complexes. Fait que d'aller au plus simple au niveau assemblage, c'était vraiment le move pour moi. Puis pour ce qui est du cooling, j'ai mis une 50-15. Mais de toute façon, on imprime tout le temps du PETG. Fait que le cooling, c'est jamais vraiment un gros problème pour nous. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis allé pour l'Afterburner, simplement. La Stealthburner aurait été un bon choix aussi, puis je me fais intimider à chaque fois que je pose des photos de mes imprimantes sur l'Internet, là, parce que tout le monde me dit que je suis un sans dessin. Mais moi, j'ai les aime, mes Afterburner, fait que je vais vivre avec. C'est bien correct. Là. Justement, tu l'as dit un peu. Si tu utilises du PETG, généralement, tu n'es jamais à 100% de fan de toute façon pour imprimer ça. Fait que si jamais avec l'Afterburner par rapport au Stealthburner, il faut que tu augmentes de 15% ton cooling pour être équivalent, ben
C'est rien que ça, là, c'est pas grave. Là. Fait que je pense qu'à partir du moment que tu n'as pas besoin de la maximum. Tu sais, le cooling va vraiment être important. Si jamais tu fais du PLA puis tu veux pousser les vitesses, ben là, le cooling est souvent la grosse limitation pour du PLA. Dans le cas du PETG, à part faire des bridges ou quoi de même, tu n'as pas tant besoin d'avoir de ventilation. Là. Surtout si la pièce est grosse, là, généralement, tu n'as même pas besoin de 50% en bas de ça sans problème. Là. Non, on fait du 35-55. C'est vrai. C'est ça. L'aspect cooling m'appelait pas tant que ça. Tu sais, si j'avais vu, mettons, si le path de filament avait été comme bien plus petit, ou que ça utilisait des engrenages hélicoïdales pour avoir une meilleure grip. J'ai pas vu, je vois pas d'upgrade considérable à part que c'est plus cool puis il y a des NeoPixels. Puis je pense pas que la tête est nécessairement beaucoup plus légère aussi, qui dit que tu as un avantage de vitesse. C'est quand même. C'est deux options. Là. C'est juste. Le Stealth Burner, c'est le nouveau et le plus à jour dans leur design. Fait que c'est une option de l'avoir, mais l'autre est fonctionnel est encore très correct. Oui, absolument. On a encore des push-ups qui le design date de quasiment 10 ans. Fait que je pense que même s'il y a une tête d'impression de l'année passée, je pense que ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Hey, je suis pas mal sur les pages Facebook ces temps-ci d'impression parce que là, mois de février, c'est toujours un mois assez dur, c'est forum. Parce que là, c'est tous ceux qui ont eu des imprimantes à Noël qui commencent à avoir des problèmes, puis les gens ont besoin d'aide. Puis un fléau que je vois beaucoup ces temps-ci, c'est des noobs qui connaissent rien dans l'impression 3D, mais qui veulent changer leur firmware parce qu'ils ont vu à quelque part qu'il faut changer son firmware parce que c'est cool. Ils essayent de changer leur firmware en sachant absolument pas comment faire, en connaissant absolument rien. Ils downloadent un nouveau firmware, puis leur imprimante ne marche plus. Ils sont plus capables d'imprimer, ils sont plus capables de l'utiliser, puis là, ils broient. Ouais, c'est... le problème à la base, je pense que c'est que certaines compagnies d'imprimantes qui vont avoir des firmware qui ne sont pas nécessairement super d'origine, là, sont un peu ordinaires quand tu travailles dessus, qui ont des manquements graves. Là. Ouais. Mais c'est quand même changer un firmware, c'est quand même, il y a des risques qui sont associés aussi à l'opération de changer le firmware. Ouais. Que tu pourrais te ramasser de faire, on appelle briquer ta board, que le terme vient que ce que tu as est aussi utile qu'une brique. C'est une pièce physique qui ne sert à rien. Là. Elle n'a plus aucune fonctionnalité. Ouais. Fait que généralement, quand c'est briqué, tu en achètes un autre, tu ne peux rien faire avec. Fait que tu as un risque au niveau quand tu viens flasher le firmware, que des risques avec ça. Puis des fois aussi, dépendant où ce que vient le firmware, ben, faut que tu fasses attention à savoir si est-ce que vraiment été adapté à ton imprimante. Parce que des fois, le monde va avoir des firmware pour des imprimantes qui ont été modifiées ou quoi de même. Fait que ça se peut que il y a certaines compatibilités qui ne soient pas là non plus. Parce que aussi, il faut se rappeler que des fois, les compagnies vont faire des changements de hardware mineurs sans l'afficher vraiment ou quoi de même. Ils ont changé la chip pour mettons, les STM 32 bits, là, mettons, d'un modèle à l'autre. Des fois, des drivers, dépendant de la disponibilité, surtout dans ce cas en ce moment, qui est l'accès aux composantes électroniques est plus difficile. Mais des fois, ils vont faire des altérations qu'ils savent que leur firmware, ils le supportent. Mm-hmm. Ça se peut que le firmware que quelqu'un va le générer, il n'est pas fait pour virer assez. Fait que c'est sûr que, à la base, là, je pense que la question un peu qui est posée, c'est pourquoi tu veux essayer de changer ton firmware? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis, sais-tu vraiment... Si tu as un problème que... il y a des cas spécifiques, mais généralement, ce n'est pas le firmware qui va régler ton problème. Il faut essayer de trouver la problématique. Puis, des fois, si tu as certaines features de plus qui sont une chose que des fois le monde veut avoir, exemple, certaines machines Creality de base, ils n'ont pas Linear Advance dans le firmware. Ouais, mais à part de changer, c'est pas une question de firmware, le Linear Advance. Ok. Fait que là, le monde est comme, hey, je vais prendre tel firmware, il y a Linear Advance qui est codé dessus. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que la plupart des boards Creality, les drivers de Stepper sont installés en standalone legacy. Puis, la façon qu'ils sont implémentés, la carte elle-même ne supporte pas le Linear Advance. Fait que il n'y a pas... l'avantage que tu vois à essayer de régler, ben, de changer le firmware ne t'aidera pas malheureusement.
Puis ces gens-là, tu vas leur demander, OK, mais qu'est-ce que ça fait le Linear Advance? Ils seront même pas capables de te répondre. Ils ont juste entendu que c'était cool, puis qu'ils savent même pas c'est quoi le Linear Advance, mais ils veulent l'avoir sur leur machine. Ouais. T'es pas rendu là, c'est des upgrades pour la cour des grands. C'est un autre coche plus tard. Là. Un exemple que moi, mettons, je me souviens, mon Ender 5 Plus, par rapport au firmware d'origine, il y a quelqu'un, Kersey Fabrications, quand même, qui faisait des firmware pour cette imprimante-là. Parce que le problème d'origine, c'est que pour le bed leveling, la position du probe n'était pas la bonne. Il y a un offset physique par rapport au nozzle puis à la probe. Ouais. Puis ben, cet offset-là n'était pas n'était pas pris en compte quand il probait. Ce qui faisait en sorte que tu avais de la difficulté à leveler ton bed. Mm-hmm. Parce que tu venais prober avec ta bœuf, avec ta probe. Puis là, ben, après ça, quand tu venais mettre ton nozzle vis-à-vis, ben, c'était 2 pouces à côté. Fait que là, ça se peut que ça ne fait pas, surtout avec des beds, des fois, qui ont des qualités de plateaux qui ne sont pas super beaux. Mais là, ça venait encore plus difficile. Fait que c'était une option que dans ce cas-là, c'était intéressant d'avoir un upgrade firmware. Mais généralement, il faut être prudent avec ça. C'est vraiment savoir pour quelle raison qu'il est à faire. Puis est-ce que vraiment l'upgrade de firmware va régler ce que c'est ton problème? Ben, c'est ça. Premièrement, tu as un problème à régler. Puis, deuxièmement, oui, il y a des firmware qui ont des fonctionnalités super cool. Comme, mettons que tu as un N23 V2, le firmware de Gyres, il est débile. C'est un outil incroyable. Mais il faut comprendre que c'est un outil incroyable quand tu veux rentrer dedans des ajustements comme tes steps par millimètre ou ton jerk, tu veux changer des accélérations, tu veux commencer à aller pousser la machine un peu plus loin, puis tu veux changer les limites physiques de la machine plus facilement que d'avoir à recompiler un firmware. Mais quand tu débutes l'impression 3D, tu veux-tu vraiment commencer à aller gosser avec les limites de jerk et les limites d'accélération? Mais le problème aussi, quand tu commences un code même, ou tu as un problème avec ton imprimante, ben, tu viens de rajouter une variable de plus. C'est-tu le firmware qui est le problème ou c'est le hardware qui est le problème? Ouais. Tandis que, tu sais, si. Ça, des fois, on voit un peu en même temps, le monde achète une Ender 3 V2, mettons, on me dit parfait, je viens d'acheter ça, quel upgrade qu'il faut que je fasse en premier? Aucun. Imprime, apprends. Upgrade ton cerveau. Upgrade ton habileté à l'utiliser, la machine. Ouais. Puis après ça, une fois que ça, c'est bien déterminé, puis là, tu comprends c'est quoi les lacunes peut-être de l'imprimante, bien là, tu peux regarder vers l'avant, mais il faut être vraiment prudent parce qu'à partir tu viens de rajouter des imprimantes. Des fois, mettons aussi, parce que tu sais, il y a des sortes, même si des fois les garanties, c'est difficile ou quand même, mais tu as des garanties avec certaines imprimantes, mettons, à la base, ça ne fonctionne pas. Puis là, tu viens, ton imprimante, elle ne marche pas. Mais là, ça devient pas mal plus difficile de retourner avec le fabricant, de dire, hey, mon imprimante ne marche pas. Ouais, mais là, tu n'as pas le firmware d'origine, tu as changé telle affaire, tu as changé telle affaire. Fait que là, moi, je peux pas garantir que c'est mes problèmes. Hein. Ça fait des drôles de situations. Je suis bien ami avec le propriétaire de cartouche escompte. Puis ça arrive quand même souvent que, comme on a parlé des CRD Smart qui sont faciles à briquer parce qu'il faut que tu gardes ton doigt sur le bouton pendant que tu fais ton changement de firmware. Mais tu sais, ça y arrive des fois qu'il y a des gens qui reviennent Ah, l'imprimante ne marche pas, elle est briquée. Ouais, mais c'est parce que tu as mal changé ton firmware. Fait que c'est de ta faute. Mais là, tu veux donner un bon support client parce que sinon, il va revenir et il va faire un post. Ah, cartouche escompte, il m'a vendu une imprimante qui ne fonctionne pas. Va oublier de dire que c'est parce qu'elle l'a briqué. Puis, ça fait une drôle de dynamique aussi. Là. Ouais, je pense que c'est important de commencer par ouais. Je comprends un peu, mais des fois, des fois, tu as des lacunes de la part des imprimantes d'origine, puis tu as comme une volonté d'avoir mieux, d'upgrader. Des fois, c'est comme la mentalité de vouloir modifier, puis tout, c'est intéressant. Mais je comprends ça totalement. Là, oui, mais il faut comprendre de l'autre côté aussi les risques puis les problématiques qui peuvent être reliées à ça. Ouais, puis c'est l'impression 3D, c'est facile jusqu'à temps que ça ne le soit pas. Ouais. Tu sais, à un moment donné, si tout va bien, à un moment donné, ça ne marche pas, puis si jamais tu as un problème puis que tu as des modifications, mais ça devient vraiment difficile à déterminer la cause. Puis ça devient difficile pour les autres de t'aider aussi. Là. Tu sais, si jamais tu as l'imprimante de stock, quoi de même, il y a certaines variables qui sont connues, puis là, ben, tu peux pointer sur certaines directions. Quand tu as fait des changements, ben là, c'est plus difficile pour le monde de t'aider. Hein.
Ah ouais, c'est le même principe que si tu achètes une imprimante bâtard no-name, que les gens vont avoir de la misère à t'aider quand tu vas avoir des problèmes. C'est le même principe si tu mets plein d'upgrades un peu bâtard. Si tu achètes des pièces sur AliExpress qui sont boboches, j'avais commandé à un moment donné des extrudeurs BMG Dual Drive, puis ça arrêtait pas. J'ajustais mon e-steps. Là, j'avais des problèmes de sous-extrusion. Ouais, non, Chris. Rajuste le e-step. Le e-step est correct. OK, sous-extrusion, je comprends pas. J'ai démonté le BMJ, puis les engrenages, ils n'étaient pas, pas dentelés. Qu'est-ce qui est pour guider le filament? Je sais pas si c'était une erreur de production ou whatever. Ils ont oublié des dentelés. Fait que c'était juste lisse. Mais, j'ai vu justement un post récemment que tu as commenté dessus, puis on n'était pas d'accord sur la finalité. Au niveau des buses. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, justement, on revient un peu avec les. Le post qu'on avait en tactile, c'est quelqu'un qui avait. Je pense que c'est une Prusa qu'il avait ou quoi de même. Ouais. Là, il voulait soit une buse différente ou plus de buse. Je sais pas pour quelle raison. Il voulait juste savoir quelle sorte de buse parce que lui, il avait des buses MK8, des buses de Creality, mais elles sont trop courtes pour les Prusa. Ouais, c'est ça à faire. Ça va faire attention. Là, il y a deux types de buses. Toutes les Creality, les Chinois généralement vont utiliser le MK8. Puis tu vas avoir des Prusa qu'eux autres utilisent les buses de E3D. Que le thread, il fit en dedans sans problème, mais la longueur du filet est plus courte sur la MK8 que la. À la fois, tu peux facilement mettre une buse E3D sur une Creality, mais tu peux pas mettre une buse de Creality sur ta Prusa. Là, ce qui va arriver, c'est que tu vas accoter ta buse sur ton bloc, mais il va y avoir un gap entre les deux, puis là, ça va couler de partout. Puis, Fait que là, quand tu viens pour acheter une buse, moi, je pense que c'est l'élément qu'il ne faut pas cheaper. Des kits de vin sur Amazon ou sur AliExpress, là, tiens-toi loin. Tu touches même pas ça avec une perche de 10 pieds. Parce que là, tu sais, c'est l'élément de finalité avec ton imprimante. Tu sais, tu viens sortir du filament de ta buse, puis justement, quand tu dis que c'est mettons, tu achètes du cheap, ben là, c'est à cause de ma buse cheap que ça marche pas ou c'est à cause d'un autre problème. Puis, normalement, une buse, là, ça dure longtemps quand même, là. Fait que, tu sais, même si tu payes, parce qu'une originale, c'est quoi, 5$, là? Tu sais, c'est pas si cher que ça. Fait que, tu sais, je dirais, fais attention. Si t'as un paquet de vin pour 5$, là, ça ne sera pas une bonne qualité. Non. Je pense qu'il y a aussi un juste milieu entre les buses à 25 cents et les buses à comme 1-2 pièces. Il y en a des bons clones. Mais le problème, c'est quand tu commences l'impression 3D, comment tu fais pour savoir lequel est un bon clone, lequel est un mauvais clone? C'est ça. Puis le problème aussi, c'est que c'est un peu le même principe qu'on parlait la semaine passée avec les clones de Prusa. C'est que quand tu commences avec quand tu achètes d'Express, ben, tu joues avec la roulette russe. Puis là, ben, ça se peut que tu aies une super belle qualité, mais que tu as une mauvaise batch, tu as l'exemple exactement, tu as eu un extrudeur qui n'avait pas de dents pour pogner le filament pour l'extruder. Fait que, c'est le genre de choses que normalement, quand tu achètes une buse de 3D, il va tout le temps en avoir des filets dessus. Tout le temps va être bien faux. Mais quand tu vas pogner, c'est comme tes bottes, pogner des bottes qu'il n'y a pas de filet dessus. Là. C'est quand tu payes pour une buse plus haut aussi, tu ne payes pas juste pour le bout de brasse puis le machinage, tu payes aussi pour le contrôle qualité qui va avec, puis la paix d'esprit que tu vas avoir avec la machine. Fait que moi, je dis, si vous achetez une buse à changer, remplacer la buse, achetez des buses de qualité. Ouais, achetez des buses de qualité. Puis si vous voulez vous aventurer dans les clones, il faut juste savoir qu'il y a des bonnes batches et des mauvaises batches, puis juste d'être à l'affût. Puis moi, dans le fond, moi j'ai essayé beaucoup de clones différents. J'ai vu de la marde, j'ai vu pas de la marde. Puis qu'est-ce que je fais, c'est quand que je mets une buse clone dans l'imprimante, je me fais une note mentale que cette imprimante-là, elle a une buse clone. Fait que si j'ai des problèmes, c'est la première chose que je check, je change la buse. Puis c'est plus de gossage, ça fait chier, ça donne des sources de problèmes que tu veux pas avoir réglées. Okay, moi, je me torture parce que j'aime ça, je suis masochiste un peu là-dessus. Mais la chose, par exemple, que j'ai appris à la dure de plus jamais faire de clones, c'est les gorges. Parce que ça, les gorges, ça donne
j'ai jamais eu des bons clones de gorge constants. Ça m'a toujours donné des problèmes. Ouais. C'est un peu aussi, justement, j'ai vu, il y en a beaucoup dans ce temps-ci que tu as comme des kits de gorge pour comme convertir en all metal, mettons, ou comme même, là, que sont marqués bimetal ou comme même, là, sont cuivre avec le truc de stainless. C'est les pires. Mais tu sais, mettons, je me souviens, il y a quelqu'un qui demandait si c'était bon, quelqu'un qui c'était bon, puis moi je disais, fais attention, les qualités sont même, puis t'arrives, t'as l'autre après. Moi j'en ai acheté, puis tout a bien été. T'as jamais eu de problème avec ça. Oui, je dis pas que t'as jamais eu de problème avec ça, mais c'est justement, ça se peut que lui va ait des problèmes avec. C'est des problèmes. C'est connu que la qualité est pas assez bien pour que tu sois une certitude. C'est ça. Fait que. Puis, tu sais, les bimétalliques, les vrais bimétalliques de E3D, je pense qu'ils en font des bimétalliques. Ou, tu sais, sont fucking chers. C'est des gorges, c'est comme 40$ la gorge, mais c'est parce qu'il y a une raison. Tu sais, tu mets des. C'est plusieurs pièces de très très petites avec des tolérances incroyablement tight qui sont précipitées à chaud pour te donner un guide de filament. Essaye de faire ça cheap. C'est sûr que tu vas avoir des problèmes. Là. Des fois, les problèmes que tu vas arriver, justement, c'est que tu peux avoir des fois, la pièce va. Comme les deux pièces vont se séparer, mettons, avec le temps de refroidir puis réchauffer. Puis c'est des matériaux qui sont différents aussi. Fait que quand tu viens le chauffer, ils expandent pas de la même ratio. Fait que ça peut être difficile à bien tenir. Mais. C'est clair que j'en ai ici des bimétalliques là, pour que les gens voient un peu de quoi qu'on parle. Là. Je pense que c'est exactement ça que j'avais vu la photo. Là. C'est genre exactement ce que je pensais. Puis c'est tellement shiny. Genre, j'ai comme de la misère à comprendre c'est quoi les matériaux qu'ils utilisent pour ça. Parce que sur les vrais de 3D sont comme full mat. Parce que tu sais, le cuir, ça l'oxyde à rien. Puis ça doit faire un an que je les ai. Puis ils sont encore full shiny. Là. Fait que tu vois, t'as une gorge normale en stainless. Et t'as ta buse bimétallique juste à côté. Fait que non, c'est sûr que. Parce qu'il faut se rappeler, hein, des fois aussi, il y a des. Parce que techniquement, oui, c'est mieux avoir une buse qui est bimétallique. Tu sais, mettons, dans le cas des E3D Revo, c'est du bimétallique. Tu as les filets en brass, puis tu as le tube en stainless dans le milieu. Mais la problématique que tu as avec ça, c'est la question qui se pose, c'est que c'est-tu vraiment nécessaire? Parce que, tu sais, normalement, là, surtout avec il y a beaucoup des vitesses de base que, mettons, une Ender 3 peut aller. Tu n'auras pas la limitation de. Parce que l'autre va t'aider à avoir un meilleur transfert thermique à ta buse avec la patente puis tout. Mais tu sais. Il y a ça, mais il y a aussi, dans le fond, le bimétallique, c'est surtout que ça va vraiment couper ta chaleur au bloc. Fait que tu es sûr que tu n'auras pas trop de chaleur qui va remonter. Ça l'aide avec les heat creep. Mais là, c'était ça la grosse affaire quand ça l'a sorti, que c'est le heat creep, c'est un problème du passé, nanana. Mais la question encore, c'est as-tu eu des problèmes de heat creep pour demander à faire cet upgrade-là? Est-ce que ça fait-tu plein de fois que tu as des heat creep et t'es tanné? Ou tu as vu que ça avait de l'air cool puis que tu veux mettre ça sur ton imprimante sans trop comprendre pourquoi? Ouais. Des fois aussi, le but est de le monde veut le convertir. Ouais. Des fois, tu vas causer plus de. Tu sais, tu as plus de chances que si, mettons, tu as une Ender 3 V2 stock, que tu mets ça pour remplacer pour pas avoir besoin d'avoir le tube qui descend jusqu'au nozzle, ben, tu as pas mal plus de chances d'avoir des creeps avec celle-là qu'avec l'autre, parce que tu as beaucoup plus de transfert de masse qui se fait qu'elle d'origine. Mais tu sais, ça va aider. Je dirais que ça l'aide au transfert de chaleur côté côté froid, d'avoir les threads en cuivre. Mais je pense que c'est relativement mineur. Je pense, tu sais. Mais c'est parce que c'est pour couper dans le fond, t'as cuivre au bloc, après ça, t'as genre stainless, après ça, t'as cuivre au froid. Mais l'autre aussi, l'autre ici, il y a du stainless dans le milieu. Ouais, mais en tout cas, pareil. Eux autres, en tout cas, mais vu que je pense que c'est parce que tu peux faire ça plus mince. Fait que je sais pas trop. Écoute, je pourrais pas te dire exactement. Parce qu'il est rentré, parce que l'autre est utilisé une pièce à la place d'être rentré dedans. Mais au lieu d'être juste une pièce de métal complète, c'est 3 pièces qui se touchent ensemble. Fait que c'est sûr qu'au niveau contact thermique, tu vas avoir moins de chaleur. Ça va être plus dur pour la chaleur de se passer par contact que si c'est la même pièce.
Mais mettons, ça devient mineur. Là, mettons que la théorie est vraie. Quel est l'impact réel de ce changement-là? Des fois, je pense que c'est du marketing, là, à mon avis personnel. C'est sûr qu'il y a cet élément-là aussi. Puis, on parlait de clones chinois là, de gorge. Là. Ça, c'est une gorge de V6. Mm-hmm. Puis ça, c'est un clone chinois de gorge V6 que j'avais acheté. Il n'y a pas de filet dessus ou ben. Ouais, non, mais check la longueur. Elle est plus longue, non, ouais. Elle est plus longue, mais ça, je pense, dans le fond, c'est une gorge. Je pense que c'était les gorges qu'il y avait pour les V5. Parce que ça montait plus loin. Puis tu sais, t'as même pas de trou à l'intérieur pour que. On le voit pas. Là, pour rentrer un peu du tube. Ouais. Ouais. Mais tu sais, le listing, c'est du V6. Mais pas savoir, là, comme toi, là, tu défais de ton V6, tu essaies de mettre ça, ça marche pas, puis tout, ouais, c'est ça. Tu comprends pas pourquoi. Là. Fait que le résumé de ça, c'est faites attention quand vous faites des upgrades. Idéalement d'acheter des compagnies réputées, d'avoir du Bondtech, du E3D. T'as après ça ceux qui font les mosquitos, là, les Slice Engineering. Slice Engineering. Si tu as des pièces de qualité, avec ces compagnies-là, tu n'auras jamais aucun problème, mais le coût est avec. Puis si tu vas avec des. Ouais. Sauf que ça aussi, c'est un clone. Il n'y a pas d'engraveur mosquito dessus. C'est un clone, ça avec. Mais je ne l'ai pas essayé encore. Mais faites attention parce que justement, ça vient. C'est une question de roulette russe quand tu arrives avec ça. La qualité, le rapport qualité n'est pas là. Parce que des fois, il y a de l'air pareil, mais il n'y a pas l'air pareil. Là, non. Ces compagnies-là font vraiment des bons jobs à ce que ça a de l'air pareil là, pour que tu te poses trop de questions. Là. Ouais. Puis ça peut venir te mordre. Dans le futur, j'ai changé. J'ai joué beaucoup dans le monde des clones, puis c'est beaucoup d'essais d'erreur. Comme tu vois des clones de 3D V6 à 15$, puis pour $15, tu as la cartouche chauffante, tu as le thermistor dessus, tu as un pied de tube PTFE. T'es comme, ouais, là, il a fallu qu'il cheap out quelque part. Là. Ouais. Non, je conseille vraiment pas d'aller pour des clones super cheap comme ça. Parlant d'erreurs que certains débutants font, les rafts. Mm-hmm. Je vois beaucoup de monde mettre des rafts pour compenser pour des nivellements de plateau qui sont boboches. Puis là, après ça, ils demandent des trucs sur comment enlever des rafts pour pas que ça fasse de marques. Ouais. C'est comme c'est un des effets négatifs des rafts, c'est que ça va faire des marques. Puis c'est pour ça que tu devrais juste pas utiliser de raft. Là. Mais ouais. Tu utilises des rafts, des fois? Je pense que non. Je pense que j'ai essayé une fois pour le fun ou quoi de même. Il y a peut-être certains edge cases que ça pourrait être intéressant d'avoir, mettons, c'est vraiment pas une belle surface, puis que, tu sais, un peu, je sais pas, c'est peu, c'est quelque chose qui était vraiment comme super utile dans le temps qu'il n'y avait pas de. C'était essentiel. Là. De pas plateau chauffant, puis tout, tu avais des contacts qui étaient difficiles. Ça vient maximiser ton contact. Tu viens avoir comme une grosse surface de contact que tu builds par-dessus. Oui, puis même la stratégie, parce que au début, là, on parle de 20 ans, on imprimait seulement de l'ABS, parce qu'il n'y avait pas vraiment de matériaux autres que l'ABS. Puis ils imprimaient ça sur des machines, pas de plateau chauffant, pas d'enclosure. Ouais. C'est ça. À un moment donné, tu commences à te donner bien des limitations. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans le fond, la chose populaire à faire, c'est d'avoir un plateau perforé. Fait qu'il y a plein de trous dans le plateau. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu viens écraser ton ABS dans le plateau perforé. Puis ton ABS, il vient rentrer dans les trous. Fait que physiquement, ta pièce, elle vient se tenir dans les trous du plateau. Mais ça tu n'es pas capable de faire une belle surface avec ça. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu faisais? C'est que tu faisais un plateau de plastique qui venait se rentrer dans les trous. Puis là, tu venais coller tes premières couches sur ce plateau-là. Fait que là, ça faisait une super belle surface, entre guillemets, comparé à ce que tu avais quand tu imprimais direct dans les trous. Mais c'est juste plus nécessaire aujourd'hui de faire ça. Ouais, c'est vraiment un peu particulier. Puis je pense que si jamais tu as un problème d'adhésion, il y a d'autres alternatives qui sont intéressantes. Si jamais tu as une pièce générale qui est quand même un peu petite partout, c'est plein de petites pièces ou quand même des fois comme j'ai un exemple, mettons, le Tree Frog là, qui a des petites mains ou quoi de même là, qui est plus petit. Ce qui est intéressant, ça peut être un brim, que le brim, lui, ce qu'il va être, ça va être
il va faire le contour supplémentaire plusieurs fois. Tu vas faire comme c'est comme si tu avais une patte. Mettons, des fois, tu as le problème d'une patte d'éléphant, mettons, qui dépasse, mais tu viens élargir le footprint. Fait que là, ça agrandit ta surface de contact. Puis l'autre option que j'ai commencé à utiliser de plus en plus, c'est il y a 2 noms avec ça. Là, des fois, tu as les mouse ears ou les helper discs. C'est d'avoir une pièce qui est un petit cercle que tu viens mettre aux éléments stratégiques qui sont un problème, un coin, ou bien si tu avais une pièce qui était faite comme une ligne qui est un petit plateau que le bout va tendance à revenir, mais tu peux avoir juste 2 petits ronds que tu mets à chaque extrémité qui va aider à avoir une meilleure adhésion au plateau. Puis ça va être plus simple à enlever que de tout enlever le brim au complet. Des fois, un brim peut être. Parce que pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit quand même proche de la pièce. Parce que si tu mets si tu mets trop de. Tu peux changer la distance que tu vas avoir de ta pièce pour que ce soit plus facile à enlever. Mais tu utilises tellement pas la bonne méthode. Alors, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? J'utilise pas beaucoup les helper discs. Parfait. Clique de droit sur ta pièce. OK. Add part. Yes. Gallery. Ah, c'est dans la galerie, OK. Helper disk est là. Puis il est dans ta pièce. Il est directement au plateau. Tu le mets où ce que tu veux dans ta pièce. Puis il va faire partie intégrante de ta pièce. Puis si jamais tu copies, tu veux 15 maintenant, tu peux faire un copier-coller pour en avoir. Tu peux faire un copier-coller, puis si tu veux avoir un autre disque, tu cliques sur ton disque, tu fais un copier-coller. Là, c'est ton plateau. Tu cliques sur le disque, comme ton CTRL-C, CTRL-V. Non, c'est CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Parce que ça multiplie ton projet. Tu fais CTRL-C, CTRL-V. Puis là, ça rajoute, il est en dessous, tu le déplaces. Ouais. Faut que tu cliques sur le disque dans ton. C'est un peu gossant, ça. Ouais. C'est une question que tu as cliqué à côté. Fait que là, tu mets ton setup. Si tu en as 15 à imprimer, ben, il va se tenir avec ta pièce. Si tu regardes la première couche, d'impression dans ton preview. Ouais, c'est assez. Ça va gosser un peu. Là. Oh, pas là, si tu regardes la première couche, elle va comme être inclusive à ta pièce. Fait qu'elle va comme continuer puis avoir son plateau. Fait que après ça, tu as juste besoin de l'arracher, puis il va arracher comme franc avec la couche suivante. Puis tu peux prendre après ça un petit outil pour les bavurer si tu as besoin. Mais je trouve que ça limite la quantité de matériel par rapport à un brim. Puis c'est plus facile, je trouve, à enlever pour la plupart des géométries que d'un brim complet. Ouais, c'est clair, mais pour vous donner une idée, peut-être c'est quoi les brims? On va juste enlever les supports. Là. Tu as le clicker directement dans le plateau, by the way. Ah ouais? Pour le brim, tu as un clicker brim en haut à droite. À côté de pourcentage infill, toi, c'est à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Plus haut. Wow. Brim, bon. clic. Ça met un brim de 5 mm automatiquement. Fait que tu le vois, là, le brim va faire une couche supplémentaire extérieure sur la première couche que tu viens enlever après. Fait que c'est pertinent. Quand jamais tu as des problèmes d'adhésion avec ton plateau, souvent des pièces qui sont plus petites un peu, c'est une très bonne option qui va faire en sorte qu'à la fin, ta première couche est quand même belle pareil sur ta pièce parce que c'est la même. Ouais, ça s'enlève quand même assez bien, là, honnêtement. Ouais. Puis jamais vous avez des difficultés à imprimer là, pour les premières couches, la vitesse d'impression de la première couche peut être réduite. Si tu as besoin de descendre à 15 mm/s, réduire ton accélération, des fois, il va aider aussi pour ta première couche, pour faire en sorte que ça soit le plus déposé possible pour éviter que tu viennes comme à partir avec ta couche. Là. Parce que des fois aussi, quand les géométries comme ça, mettons un benchy, quand tu viens faire tes lettres, puis tout, des fois, la lettre va comme partir avec le nozzle quand il se tasse. Ouais. Fait que d'y aller lentement peut t'aider aussi à éviter ce genre de problème-là. Comme tu vois, là, on est comme à 15 bleus. J'ai mis en mode de vitesse, là, fait que comme la première couche est à 15, puis après ça, on voit comme ça va beaucoup plus vite. Avec, là, une file. Une file en grid, c'est tellement dégueulasse. Mais ouais, ça fait que. Ouais, fait que c'est des outils qu'on peut utiliser à notre avantage, mais il doit y avoir une façon de faire juste un brim, mettons qu'on met un modifier juste ici, là, puis qu'on met un brim. Tu penses que le brim va juste être pour cette pièce-là, pour cette partie-là de la pièce? Peut-être qu'il pourrait le gérer, mais j'ai rendu là, le helper disk, l'avantage par rapport à un brim, c'est qu'il est partie intégrante de ta première couche. Le brim, il est comme rajouté à côté, tandis que ton helper disk, il va être fusionné avec ton modèle. Fait que ça tient plus, genre. Fait que tu as beaucoup plus de chances que ça soit bien setupé, bien collé avec ta pièce. Ok, ouais. Mais peut-être que ce serait pas une option. Je ne sais pas si
Tu as sûrement d'autres settings possibles. Attelling, Advance, probablement. Non. Je sais pas, le brim, j'ai jamais essayé comme une option, mais si tu as vraiment. S'il y a une section seulement qui est à faire, je pense que rendu là, le L per disc ou juste tu peux mettre une géométrie comme première aussi. Là. C'est en l'infill, je pense. Peut-être. Non, je pense, d'après moi, pour le modifier, non. N'appelle pas. Ouais. Je pense que tu peux faire juste pour une pièce. Mettons que tu veux juste mettre une pièce de ton plateau avec des brims. Je pense que tu peux. C'est pas matériel. Skeleton brim, ouais, ça. Faut que ce soit la pièce au complet. Okay, ça, c'est une option que 2.5 et avant 2.5, il n'y avait pas. Si tu voulais mettre un brim sur une pièce, il fallait que tu mettes sur toutes les pièces. Ouais. Ça, c'était vraiment tannant. C'est une belle option aussi pour mettre sur une pièce seulement. Mais si vous avez juste une zone qui est problématique, que vous voulez mettre, le L per disc est une très bonne option. Ouais, je ne l'ai pas utilisé souvent, mais je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Fait que, on avait une dernière question dans les commentaires. On avait parlé de la classification de nos filaments là, dans le dernier podcast. Ouais. De ne pas suivre trop les recommandations, nanana. Puis il y a quelqu'un qui a suggéré si les compagnies pouvaient mettre des codes barres sur les bobines avec des presets déjà configurés pour leur filament. Ça serait une bonne idée. Ça, c'est une chose qui existe déjà, en fait. Là, quand tu vas avec des compagnies, en fait, même Bamboo Lab le font déjà. Si tu achètes leur filament, eux autres, ce qu'on va avoir, ils vont avoir un code QR. Même pas, en fait, c'est une petite chip qui va être lu par, disons, c'est un AMS ou quoi de même, il est lu par le système, puis automatiquement, il va détecter, puis il va le renvoyer au slicer, il va dire, parfait, ça, c'est la bonne chose. Puis d'autres compagnies comme si tu vas dans les Formlabs pour la résine, c'est le même principe. Ils vont comme la détection des produits. Mais généralement, ce qui va pour la problématique, c'est que les compagnies qui vont implémenter ça dans leur plateforme, c'est qu'ils vont vouloir que tu achètes leur filament pour dire ben mon filament, il est 100% setupé. Puis c'est comme inciter le plus. Fait que c'est une option qui va être là. En fait, c'était la seule option qu'il y avait. Je suis un peu gossant, là, mais quand on revient il y a 20 ans, que c'était des imprimantes Stratasys qui avaient de la grosseur d'un frigo, tes bobines d'ABS, c'était pas des bobines, c'était comme des grosses boîtes en plastique avec une chip à l'intérieur. Tu mettais ça dans l'imprimante, puis l'imprimante détectait que c'était ce filament-là. Puis... Hey Vincent, je pense que ton image a figé. Oh. T'as une super belle pose devant l'écran. Je pense que ça va être le temps de m'acheter une petite battery pack, demi-battery pack. Oh, ok, c'est ta batterie qui est morte. Ouais. Bon, il faut que je coupe ça. Veuillez patienter, nous avons quelques difficultés techniques. C'est cool, Streamlab, ils ont comme un outil de cut intégré comme. Oh, on voit mon beau bureau avec. C'est magnifique. Le petit fail print que je voulais te montrer. Fait que oui, si on revient avec la question, là, oui, c'est une idée qui est possible à faire avec ça. Je te dirais que généralement, ça va être difficile à le faire pour toutes les compagnies ou comme même. Là, mais... Je comprends l'idée au lieu de juste mettre une plage de 220 à nanana, puis on va dire pourquoi ils mettent des vitesses d'impression, des affaires de même, de faire des profils bien calibrés pour ton filament, puis que là, tu as juste besoin de scanner, puis là, tu as les profils pour ton filament dans le slicer. Mais j'ai deux choses qui me viennent en tête. Premièrement, Cura et Prusa donnent déjà l'opportunité, surtout Prusa donne l'opportunité de juste implémenter en tant que compagnie tes profils directement dans le slicer. Fait que pourquoi est-ce que tu as besoin de passer par un code QR ou un code nanana? Ça rajoute juste de la friction selon moi. Puis deuxièmement, comme le point qu'on disait, c'était pas que les compagnies font le point, en fait, c'était que ils donnent une plage de 190 à 250 degrés pour un PLE, genre, ou quelque chose de même. Fait que tu penses vraiment que ces compagnies-là vont prendre le temps de faire des profils bien calibrés pour leur filament puis que ça va être utile à utiliser? Ça devient difficile aussi pour les compagnies tu sais, d'une imprimante à l'autre, ça se peut que justement qu'une, ça soit le sweet spot soit à 230, puis l'autre, le sweet spot soit à 190.
Ouais. Fait que c'est difficile quand même de donner des profils super pertinents. C'est une compagnie comme Prusa, avec leur ligne, ben, ou n'importe quel, même temps, tu vois, des compagnies dans l'industriel, ben, ils vont valider leur filament pour leur imprimante. Fait que c'est sûr que là, ils vont offrir un package qui est comme garanti qui fonctionne avec leur imprimante. Mais quand que tu es comme un third party, que tu vends du filament pour n'importe qui, ben, ça devient vraiment difficile à donner. Tu sais, à un moment donné, c'est comme tu dis, hey, 230 degrés Celsius. Puis là, le gars il arrive, hein, 230, ça marche pas. Puis là, l'autre va arriver, ben, c'est bien trop chaud, l'autre, c'est bien trop froid. Ça curl, j'ai besoin de plus de fans, il faut que j'aille plus vite, moins vite. Fait que là, je pense que d'un côté, oui, ça serait intéressant que les compagnies aient des presets plus prêts à utiliser, mais il y a tellement de variabilité que tu ne peux pas le garantir. C'est trop variable. Puis même d'une imprimante à l'autre, si tu n'as pas exactement le même thermistor, tes températures seront. Ton imprimante va te dire 230, mais il y en a une qui va être 220, puis l'autre va être 240. Puis ça aussi, c'est un autre problème pour revenir un peu au firmware. Quand tu installes des firmware que quelqu'un d'autre a compilé sur Internet, peut-être que quelqu'un d'autre, tu sais, toi, tu as un thermistor NTC 100 000K, mais peut-être que l'autre, il y avait un PC quelque chose que, tu sais, peut-être que lui, il a mis un autre thermistor dans son firmware, puis toi, tu mets ça sur ton imprimante, puis là, c'est pas en toute la même table de température pour le thermistor, puis tes températures sont tout le temps off de genre 30 degrés, puis tu n'as aucune idée. Ça savait que ça peut être un gros problème qui est dur à diagnostiquer. Là. J'ai déjà eu des problèmes de thermistor qui n'étaient pas la bonne table de thermistor dans les firmware. Puis c'est dur à diagnostiquer. Là. C'est complètement dur. Là. Ouais, parce que tu te fies, à part un outil de mesure externe avec mettons, on cherche le terme exactement. Souvent des multimètres, tu peux avoir ça avec une sonde de température. Le terme exact ne me vient pas en tête, là, mais tu peux, à moins d'avoir un outil de mesure externe pour comparer ta mesure de température, ben, tu ne peux pas le confirmer. Là, si tu te fies à la valeur qui est affichée seulement. Là. C'est ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un beau Clean Tools, un beau multimètre haut de gamme qui offre le. Ouais, c'est ça. C'est le nom de ça que je ne me souviens plus. Là, c'est des. J'ai complètement oublié c'est quoi. Exactement, c'est pas écrit en tout cas. Mais, c'est un type de probe. C'est pas un thermistor, c'est un thermocouple. Ouais, c'est ça. Fait que t'as ça, puis ça, c'est comme juste la bonne grosseur pour rentrer dans ta dépression. Fait je rentre ça dans le bloc, puis je check la température, puis ils sont tous off d'une coupe de degrés. Là. Parce que généralement, la température, généralement, la température du nozzle va être un peu plus faible que la température du heat block. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair, parce qu'à cause du transfert thermique, puis. Ouais, c'est ça. C'est normal, mais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que. Pas de raft, changez pas votre firmware à moins d'en être sûr. Les codes barres sur les bobines, je pense pas que c'est une bonne idée. Avant de finir le podcast, on aime ça donner nos Thing of the Week. Le projet de la semaine. Je sais pas si toi t'en avais un, mais moi j'en avais un. Puis moi je mange beaucoup d'œufs dans la vie. Je déjeune tout le temps aux œufs brouillés à peu près à chaque matin. Fait que j'ai vu un modèle. Je pense exactement savoir ce que tu parles, ouais. Il a été featuré quand même pas mal sur Prusa Slicer, je pense. C'est de là que je l'ai vu. Un peu. Donc, on a exactement. un beau petit rack AF twisté comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas imprimer ça dans notre. C'est un candidat extraordinaire pour essayer la fonction de refroidissement, de vitesse d'impression variable selon le edge, parce que c'est un cas classique que tu as des overhangs super stagger, puis des petits périmètres un après l'autre. C'est un cas classique pour que le coin y relève. Exactement. Puis parlant de ça, j'ai essayé d'imprimer sur notre fameux PLA Plus Ender que j'essaye en ce moment. Puis on a eu des petits problèmes de refroidissement, justement. Puis, mais là, la fonction de cooling de vitesse variable pour les overhangs n'existait pas quand j'ai slicé ça, malheureusement.
Puis là, j'ai changé la bulle, j'ai changé le conduit de ventilation sur mon imprimante. Ça n'avait aucun rapport, mais il fallait que je le fasse. Je me suis dit, tant qu'à avoir des problèmes. J'attends tout le temps d'avoir des problèmes parce que je savais que ça faisait longtemps qu'il fallait que je fasse ça, mais là, j'avais pas de problème. Là, j'ai eu un problème, je l'ai changé. Puis là, même après l'avoir changé, j'ai reparti à une autre impression, puis ça nous a donné encore un autre problème. Dans le fond, vu que le refroidissement n'était pas assez puissant, ou je suis pas trop sûr de comprendre, parce que j'ai fait une tour de température aussi. Tu peux-tu remettre ou soit l'image pour qu'on voit comme il faut, soit ta caméra ou l'image de ton print que tu as actuellement dans les mains pour qu'on le voit bien. Ce que tu as dans les mains en ce moment avec le dernier qui a chié, là, si on pouvait le voir comme un peu plus gros. Parfait. Fait que là, dans le fond, c'est que est-ce que le plateau, si la pièce est défaite du plateau ou ben. Non, pas du tout. Tu as eu un layer shift, peut-être que la tête d'impression s'est shifté. Ben, dans le fond, ce qui arrive, c'est que la marde que ça fait sur les overhangs, ça fait que le filament retroussait. Fait que la tête d'impression a fini comme par se cogner dedans puis à shifter. Là, pourquoi est-ce que la Prusa n'a pas détecté le crash? Je suis comme un peu perplexe. Mais aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de descendre la température parce que je me suis dit, si j'ai pas assez de puissance de refroidissement, ben, tout ça va descendre un peu la température. Fait que j'ai fait une tour de température pour voir jusqu'à où que j'avais de l'adhésion entre les couches. Parce que oui, la tour de température, c'est bien pour voir le stringing. C'est comme tout ce qui est plus chaud que 210, on a du stringing. Fait que, mettons, pour la température optimale de stringing autour de 210, ce serait pas pire. Mais tu peux aussi voir en essayant de pincer les étages où est-ce que tu as de l'adhésion puis où est-ce que tu perds ton adhésion. Fait que je l'ai mis à 205 parce qu'à 205, on a encore de l'adhésion. Puis je l'ai imprimé à 205. Par contre, comme on peut voir, l'adhésion entre les couches est vraiment à chier. Donc, je suis un peu perplexe là, par ce petit PLA+, parce que j'ai pris le même G-code à 205 degrés, puis je l'ai imprimé avec du PLA de filament, Canadian Filament, puis il a super bien imprimé. Nice. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression... Je suis comme rendu à l'étape où je mets ça sur le filament, là, parce que... Il y a des filaments, j'ai remarqué certains PLA justement, qui ont plus de tendance à faire du warping que d'autres. Il y a quand même des variations avec ça. C'est pas une science exacte. C'est un peu pourquoi aussi que des fois, quand tu trouves un filament que tu aimes bien, garde-les comme ça. Je vois ça tout le temps un peu comme des variables, justement. Là, quand tu as des problèmes, là, tu as des variables connues, mais quand tu as un problème, c'est une affaire de moins que tu as besoin de te soucier que c'est-tu mon filament, c'est-tu mon firmware, c'est-tu ma buse, c'est-tu mes cossins. Non, c'est ça. Mais une chose que j'avais dernièrement, dans les modifications avec pour les overhangs, l'ajustement d'overhang, il y a une autre chose aussi, c'est qu'ils ont upgradé aussi, ils ont retravaillé le Avoid Crossing Perimeters, qui empêche le truc. Puis il va comme faire vraiment, quand il y a une zone qui est à risque de faire un curling comme ça, il va faire le contour juste à côté, à la place de passer devant. Ah ouais. Fait que ça va éviter de faire des contacts avec tes pièces. Oh wow. Non, c'est vraiment là, ça. Allez lire le release au complet. Oui, il est en anglais. Je ne sais pas s'ils ont une version française. Ou peut mettre ça un traducteur. Là. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont travaillé dessus, pas juste les supports organiques. Non, c'est malade comme release. Ouais, vraiment nice. Toi, t'avais-tu un Thing of the Week ou pas tant. En fait, j'ai récemment travaillé sur. Il y a deux problématiques que j'essaie de régler avec l'impression, le slicer et toute la patente. Il y a une partie qu'avec le release du nouveau infill monotonic lines à place de régulier qui va régler ça. Mais on a peut-être un problème un peu que un effet que j'ai remarqué, quand que tu fais un infill de top, tu as tout le temps dans la direction de travel qui va faire son infill, le bas va tout le temps avoir comme un petit manquement, puis le top va avoir tout le temps un peu de surplus. C'est comme s'il y avait un besoin de faire. Ça, je voulais l'essayer avec un script pour modifier mon code G pour décaler ma ligne un peu vers le bord pour égaliser. Par défaut, ce que Prusa a fait pour régler ça, c'est qu'il va augmenter
le pourcentage qui va traverser sur le périmètre. Fait que tu vas être juste surextrudé partout. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un travail là-dessus. Puis l'autre aussi, j'essaie de travailler un peu. Je me remarqué que j'ai plein de. C'est toute la même pièce imprimée avec des différents test prints, là, mais j'ai un manquement de filament quand que je viens pour. Mettons, j'ai un travel en 2 pièces. Au périmètre, j'ai un manquement de filament qui arrive là-dessus. J'ai pas de stringing apparent. J'ai travaillé mes rétractions, j'ai travaillé mes vitesses, j'ai travaillé le extra length after restart. Ouais. Le problème que tu as, c'est que tu mets un extra length, tu mets une longueur supplémentaire au restart. Ça fait un quand tu as blob. 2 pièces, non, mais tu as 2 pièces à Neville, ça marche super bien. Tu en mets une que plus le travel, ben là, tu as comme un surplus monstrueux. Fait que là, c'est comme s'il faudrait avoir une logique que quand il y a une certaine distance à traveler, dans ce cas-là, spécifiquement, rajouter du filament de plus. Parce que dans un cas régulier où ce que tu as de l'infill puis toute la patente, tu ne verras pas cette problématique-là. Puis si tu as un nozzle, plus que le nozzle est gros aussi, plus que ça paraît, fait qu'un 0.8 va être plus amplifié qu'un 0.4. Puis moi, j'imprime beaucoup des pièces que tu vas avoir comme un style vase, mais pas vase, là, que je mettons juste 2 périmètres, pas d'infill, pas de rien. Mais là, ça fait un gap qui manque, qui est super apparent. Fait que c'est une problématique que j'essaie de travailler. Fait que c'est pas. J'ai eu un thing of the week. C'est des petits test sprints que je me suis fait. Mais c'est pas. J'ai pas fait rien d'extraordinaire à part mes commandes régulières. Fait que. Bah, tant mieux. Il en faut des semaines comme ça. Ah oui. C'est ce que je te dis. Fait que, écoute, je pense que ça a fait un super bon podcast. Je ne vois pas combien de temps que ça roule, mais je pense que. 1h41. Ouais, je pense qu'on a dépassé pas mal notre temps habituel. Donc, c'est un petit cadeau pour les listeners. Fait que, Pascal, on peut te retrouver comme d'habitude. Disponible, j'ai des vidéos, si vous allez voir sur mon TikTok, PG3D Pascal Godin. Si vous avez des demandes pour des commandes ou quoi que ce soit, me rejoindre par courriel info@pg-3d ou mon site web qui tombe sur ma page Facebook, le pg-3d.com. Yes, pour ma part, si vous voulez débuter l'impression 3D, academy3d.com, c'est la meilleure façon de débuter l'impression 3D. Selon moi, c'est un cours en ligne que je donne, des cours vidéo, ce que je vous prends vers la main au travers du processus pour débuter l'impression 3D. Sinon, j'ai mes réseaux sociaux, Vincent Reed sur TikTok, Instagram, YouTube, littéralement partout, même Facebook. J'ai une super page Facebook. Donc, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Et nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine édition du Printed Podcast. Au revoir. Good.